je vais maintenant appeler les intervenants de la première table ronde sur l'orientation. Alors, l'orientation post-troisième et post-bac, c'est un sujet sur lequel travaille notre association depuis 2 ans maintenant. Nous avons organisé un colloque à Paris au ministère de la Santé en mars 2022. Il y avait une partie sur l'insertion professionnelle et notamment des parcours de jeunes qui racontaient leur histoire. Et à la suite de ça, on a eu des parcours très intéressants, mais un petit peu atypiques aussi, qui pouvaient poser question. Et on s'est dit, il pourrait être intéressant de travailler vraiment sur cette question spécifique de l'orientation post-troisième et post-bac. Donc j'ai proposé à plusieurs membres de l'expertise collective de l'INSERM, à savoir Sybille Gonzalez, Caroline Huron, Laurence Vèvre-Douré et Michel Mazot, avec lesquels nous travaillons de façon régulière, de rejoindre ce groupe de travail en compagnie de bénévoles de l'association, dont plusieurs sont présents sur la scène, donc pour réfléchir à la question de l'orientation post-troisième et post-bac. On s'est posé plein de questions, à raison d'une réunion en visio tous les mois et demi à peu près. Donc ça nous a permis vraiment de creuser le sujet, de partir dans, peut-être pas dans tous les sens, mais enfin dans différentes directions, et puis d'arriver à recentrer un petit peu notre sujet. Nous avons du coup réalisé 2 documents, une plaquette papier, donc à destination des adultes, des jeunes, des familles, des professionnels, et puis un document que l'on trouve sur notre site internet, beaucoup plus élaboré, beaucoup plus fouillé. On ne pouvait pas tout mettre sur une plaquette, parce que sinon c'était plus une plaquette, c'était un livre. Donc voilà, pour pouvoir aller plus loin. Donc il nous a semblé important de parler de ce sujet aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter nos intervenants. Donc en premier lieu, Elvire Cassan, donc journaliste, qui animera les 3 tables rondes, que je remercie vraiment très sincèrement pour son investissement sur l'organisation de cette journée. On lui doit beaucoup. À ses côtés, Alain Demange, donc de l'association DFD, qui est sur Toulouse, membre du conseil d'administration. À ses côtés, je fais dans cet ordre-là, Marie Lombard, donc membre de DFD également, située sur Paris, qui est plus sur les questions d'études supérieures. Voilà, mais pas que. Romain Jaunet, ergothérapeute, alors qui vient pas très loin, c'est presque le régional de l'étape, donc qui est membre aussi de l'ANFE, donc l'Association nationale des ergothérapeutes, et avec Romain, nous avons travaillé sur différents sujets, dont celui-ci, mais pas que, puisqu'il interviendra tout à l'heure sur le permis de conduire. Nous avons travaillé sur la parentalité, puis sur d'autres encore, mais on ne pouvait pas tout caser dans la journée, ce n'était pas possible. Michael Dutreuil, inspecteur de l'éducation nationale. Nous avons ensuite Julie Soler-Savane, donc qui est conseillère pédagogique académique. Et puis enfin, Sophie Salvadori de l'ONICEP. Voilà. Je laisse la parole à Elvire. Donc pour la table ronde, quand vous voudrez intervenir, eh bien, il y a des micros dans la salle, mais Elvire va vous expliquer tout ça. Voilà. Donc, bonjour à tous. Merci à tous d'avoir accepté de participer à cette première table ronde au sujet de l'orientation. Toute la journée, ça va se dérouler ainsi. On souhaite que ce soit le plus participatif possible. Donc, tout le monde va intervenir, mais n'hésitez pas à lever le doigt, lever la main pour parler. Il y a des micros dans la salle. On va démarrer cette première table ronde avec une vidéo, la vidéo d'Aélis qui témoigne de son parcours, notamment d'orientation. Et après, on laissera la parole à l'éducation nationale en premier, et après on échangera tous ensemble. Donc je veux bien qu'on mette la vidéo d'Aélis qui a accepté de témoigner. Aélis, où en es-tu de tes études ? Cette année, je suis en terminale, du coup je passe le bac. Que voudrais-tu faire plus tard ? Médiatrice culturelle. Est-ce que ta dyspraxie a modifié ton projet ? Oui, énormément. Au départ, je voulais être journaliste. Alors, tu as été obligée d'en tenir compte ? Oui. Est-ce que certaines personnes t'ont conseillé dans ton projet d'orientation ? Oui, du coup, des membres de ma famille et mes profs. Comment est-ce qu'elles t'ont conseillé ? Avec des discussions et
des choix aussi qu'on a fait avec les membres de ma famille. Connaissait-elle la dyspraxie? Pour ma famille, oui, mais pour les profs, oui et non. C'est-à-dire? Que certains profs avaient des membres de leur famille qui eux aussi étaient dyspraxiques et d'autres absolument pas. Quelle aide t'ont apporté les enseignants qui avaient des membres dyspraxiques dans leur famille? Du coup, une qualité d'écoute avec une plus grande patience. De quelle aide spécifique ou accompagnement aurais-tu besoin par rapport à ta dyspraxie dans tes projets ou dans ton projet d'orientation? D'une AESH, je pense. De quelle aide à l'avenir pour mieux réussir dans ton orientation aurais-tu besoin? C'est compliqué à dire. Je pense que je dirais un peu pareil. Enfin, du soutien en fait. Merci à Élise. Je veux bien que vous réagissiez d'abord tous à ce témoignage. Donc, quand on est parent d'un enfant qui présente un TDC ou un trouble 10, la question de l'orientation, elle est centrale. Je pense qu'elle se pose très tôt, même dès l'école primaire, puisque ça va déterminer après l'orientation plus tard. Qu'est-ce qu'il est capable de faire, pas capable de faire. Donc, c'est une des questions qu'on va poser aujourd'hui, puisque c'est la question que posent principalement les familles. Est-ce qu'il y a des métiers qui lui seraient interdits du fait de son trouble ? On aura l'occasion d'en parler. Est-ce que vous pouvez tous déjà vous représenter, expliquer ce que vous faites au quotidien et à quel moment vous pouvez intervenir dans l'orientation et qu'est-ce que vous pensez de ce témoignage? Est-ce que il me semble en tout cas que c'est un témoignage assez classique, malheureusement, qu'on peut rencontrer. Alain, je veux bien que tu te présentes, s'il te plaît. Donc c'est DFD 31 et que tu expliques, que tu nous racontes qu'est-ce que tu penses de ce témoignage. Si on peut être concis, je veux bien, parce qu'on a 50 slides après. Donc voilà, merci. Oui, merci Elvire. Je suis délégué départemental 31, mais c'est pas ça le sujet important. C'est surtout que je suis coordinateur de toutes les activités liées aux adultes avec TDC pour l'association. C'est surtout ça qui est important. Et donc, et je siège notamment à Cap Emploi, en CDAPH, au FIPHFP, la Fondation des personnes handicapées de la fonction publique. Donc toute mon activité est centrée sur ces éléments-là. Et donc, oui, c'est un témoignage classique. Bon, moi, je réagirai pas plus que ça. Je réagirai plutôt au travers de ce que j'ai à dire lors de la table ronde. C'est effectivement un témoignage classique. Et encore, c'est une personne que je trouve qui a été un petit peu accompagné quand même. Et j'emploierai beaucoup le terme accompagnement parce que pour moi, c'est ce qui est central et ce qui fait défaut actuellement. Voilà. Bon, si tu m'offres une transition en or. Moi, je suis parent bénévole et puis je suis une professionnelle de l'accompagnement, donc sur l'orientation. J'ai envie de dire de jeunes lambda, d'adultes lambda, et puis de temps en temps de jeunes effectivement avec handicap. Moi, ce qui me frappe dans le témoignage, en fait, c'est qu'on voit bien le rôle à la fois des familles et des enseignants, effectivement, sur lequel pèsent effectivement ces questions d'orientation qui sont compliquées pour tout le monde. Et il s'agit, aujourd'hui, l'enjeu, c'est bien de rendre les jeunes acteurs, en fait, de leur orientation, mais c'est compliqué. Les familles sont souvent désorientées, les enseignants ne sont pas toujours très formés en fait à ça, surtout sur les problématiques de connaissance de soi, etc. Donc je pense que c'est effectivement un des points dont on pourra revenir dessus, évidemment. Du coup, en tant qu'ergothérapeute qui travaille avec des personnes avec TDC, enfants, ados et adultes, effectivement, je trouve que ce témoignage il est assez typique. Moi, ce que j'ai retenu, c'est le fait qu'elle évoque à plusieurs reprises la nécessité d'être soutenue. Et que ce soutien, finalement, il peut prendre énormément de formes différentes. Et c'est vrai qu'on peut se demander à quel point on a du soutien quand on est dans un système éducatif et qu'on a des besoins peut-être d'individualiser son parcours. À quel point aussi c'est une période où peut-être on est plus fragile, comme le disait le délégué interministériel tout à l'heure, c'est une période de vie qui est quand même assez particulière. Et puis ce que je retiens aussi, c'est peut-être la puissance du mot diagnostic ou du diagnostic du TDC sur peut-être l'inhibition d'un parcours ou le fait de s'empêcher d'aller vers certains projets professionnels. Et ça, je pense que c'est un défi pour nous tous de rendre des choses possibles, en tout cas. D'éviter d'en faire un sujet qui rend l'avenir impossible et difficile.
Bonjour à tous. Donc moi, Michael Dutreuil, inspecteur d'éducation nationale. Alors donc j'interviens essentiellement sur le premier degré, mais aussi sur le second degré. Évidemment, je suis très touché par le témoignage. Ce que je retiens dans ce témoignage, c'est la qualité d'écoute qu'il faut, la patience. Je le traduirai par le besoin de reconnaissance de qui on est, de son rapport au monde, de le droit d'être différent. Ça passe effectivement par de la formation auprès des enseignants. Hein, alors je pense, moi, au premier degré, mais sur la qualité du repérage. Et dans le repérage, j'y mets une vigilance sur le fait qu'un repérage n'est pas une stigmatisation, mais bien au contraire une singularisation de l'individu dans ce qu'il est, dans son rapport au monde, je le redis, dans ses capacités, ses incapacités, ses difficultés. Enfin voilà, c'est tout ce lot-là qui fait qu'on peut construire avec une personne un projet. Je retiens aussi la place de l'AESH. Mais là aussi, je pense que ça interroge le travail de l'AESH et la qualité de l'accompagnement et du développement de l'autonomie et de pouvoir composer avec qui l'on est. Et je retiens évidemment le mot soutien. Et ça, je pense que si c'est lié au regard de tous sur ce qu'est la dyspraxie, ce qu'est la différence, la singularité. Voilà. Okay. Julie. Bonjour, je suis Julie Solaire, donc Savane, donc conseillère pédagogique académique école inclusive. Je représente aujourd'hui Sophie Béjean, qui est la rectrice de Grande Région académique Occitanie. Donc je suis également très heureuse d'être là. Je vais être un peu plus concise, puisqu'après donc il y a une présentation sur laquelle je pourrais justement vous parler des axes de réflexion et de réponses que nous avons commencé à déployer pour justement répondre aux besoins particuliers des élèves. Merci Julie. Bonjour, je suis Sophie Salvadori, je suis référente handicap à l'ONICEP et je suis responsable d'accompagnement pédagogique. On l'a entendu, la jeune fille avait besoin d'être soutenue mais aussi d'être informée. Donc à l'ONICEP, on informe sur les métiers et les formations depuis 1970 et depuis la loi de 2018. C'est une collaboration, c'est les régions qui ont dorénavant cette mission et nous, on élabore des documents à portée pédagogique et nationale. On va le voir justement. Mais avant, oui, je veux bien que vous présentiez l'école inclusive et tous les travaux qui sont mis en œuvre. Après, par rapport aux AESH, je sais qu'il y a des AESH dans la salle, mais il y aura peut-être des questions, notamment sur la formation ou l'absence de formation des AESH qui peut poser problème dans les parcours de scolarisation des enfants. Je veux bien que vous présentiez. Donc, Julie, s'il vous plaît, je vous donne le beeper. Ouais. Donc, juste rapidement, voilà, je suis sur ce poste de conseillère pédagogique académique depuis la rentrée 2022 et auparavant, j'ai été conseillère pédagogique sur le département de l'Hérault au sein du service départemental de l'école inclusive, donc qui répond en fait au questionnement sur la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers. Je vous donnerai un peu plus loin les coordonnées de ce service que vous pouvez saisir si vous avez le moindre questionnement. Est-ce que tu veux te représenter ? Bon, peut-être juste, on va peut-être fonctionner avec deux micros, je ne sais pas, parce qu'on va intervenir un peu. Oui, allez-y. On a un temps limité, madame ? Oui, vous avez un temps limité, je pense qu'il y aura peut-être des questions. Donc on va faire assez rapidement, oui. Ouais. Juste pour dire, je vous ai dit que j'étais dans le premier degré, mais effectivement, j'ai aussi travaillé dans ce service de l'école inclusive, où j'ai été inspecteur ASH pendant 2 ans. Voilà, pour donner un complément. Nous souhaitions rapidement refaire un petit historique de l'école inclusive et donc vous vous rendez compte du chemin qui a été parcouru aujourd'hui. Donc on était vraiment sur un principe d'exclusion avec des élèves, des enfants, des adolescents, dès qu'ils étaient différents en fait n'étaient pas inclus dans le système éducatif. Il y a ensuite eu des dispositifs, mais on était encore dans de la séparation. Et on est ensuite, dès 1975, arrivé... Oui, la loi de Veil. Sur le handicap. Donc en 1975, le terme intégration est apparu, où là effectivement le groupe d'élèves à besoins éducatifs particuliers était inclus dans les écoles, notamment, ce sont les CLIS, je ne sais pas si ça vous parle.
Et le terme inclusion est arrivé donc avec la loi de 2005. Enfin, la loi de 2005 a induit ensuite la loi d'orientation de 2013, dans laquelle est arrivé le terme inclusion, où là, effectivement, tous les élèves ont droit à la scolarisation. Et donc après, il s'agit d'apporter des adaptations, des compensations et de réfléchir autour de leur projet de scolarisation. Un petit mot pour dire qu'effectivement l'école elle assure une scolarisation de qualité de tous les élèves. C'est vraiment, moi en tant que formatrice aujourd'hui, le leitmotiv que j'ai quand j'accompagne les enseignants. Mon collègue monsieur l'inspecteur le disait, on est dans la considération de l'individu et à partir de ses besoins particuliers, comment est-ce qu'on va construire tout son parcours de scolarisation. Alors, je voulais vous faire un petit point sur l'accessibilité universelle des apprentissages. Donc, depuis mon arrivée donc en septembre 2022, c'est vraiment en fait un thème et un sujet que nous développons avec mon inspecteur, qui est le conseiller technique de la rectrice. Et on parle d'accessibilité universelle des apprentissages, puisqu'on le sait aujourd'hui, on a des profils d'élèves de plus en plus variés et divers dans les classes. Et l'un des arguments en fait donnés par les enseignants sur le manque d'adaptation, c'est que les profils sont trop divers et qu'il y a une trop grande diversité d'élèves. Et donc aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire vraiment, c'est de changer le prisme par lequel on entre dans les apprentissages. C'est-à-dire que si, à la base de mon enseignement, j'ai réfléchi pour qu'un maximum d'élèves puissent entrer dans la notion, je vais ensuite, donc on voit c'est 80% à peu près, hein, le triangle bleu sur l'accessibilité, je vais donner en fait accès à mon apprentissage à 80% des élèves. Certains élèves, donc comme on l'a dit, qui ont des besoins particuliers, qui sont en situation de handicap, malgré cette accessibilité universelle, vont avoir besoin du niveau 2. Donc c'est toutes les adaptations qu'on va pouvoir mettre en œuvre avec de la différenciation, avec un regard particulier sur les besoins de cet élève. Et enfin, si ces niveaux 1 et 2 ne sont toujours pas suffisants, on va pouvoir mettre en place le principe de compensation. Donc la compensation, vous le savez, c'est quand il y a une reconnaissance de situation de handicap avec des mesures, par exemple, d'accompagnement humain ou la mise en œuvre, par exemple, de matériel pédagogique adapté. Alors, nous souhaitions vous présenter l'organisation académique de l'école inclusive, puisque donc, mon inspecteur est arrivé à la rentrée 2021, donc il est conseiller technique école inclusive pour la rectrice, et en fait, dès son arrivée en 2021, ce qui est monsieur Lafitte, oui, il y a eu une réflexion en fait sur l'organisation académique de cette école inclusive pour qu'il y ait des réponses de terrain. Donc, les deux strates qui nous intéressent, ce sont les deux derniers, parce qu'en fait, monsieur Lafitte a initié des groupes de travail et des cercles d'études. Et en fait, ces groupes de travail et cercles d'études, donc nous sommes différents professionnels. Il y a des inspecteurs, des conseillers pédagogiques, des acteurs de terrain, des enseignants, des collègues du médico-social. Et en fait, nous œuvrons à la réflexion pour l'amélioration de la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers. Et donc, madame, pour vous dire, voilà, nous sommes en train en fait d'éditer plusieurs guides, dont le premier à destination des familles. Ça a été vraiment notre volonté, en fait, communication de premier niveau. Donc, nous l'avons appelé guide académique école inclusive. En fait, il explique notre fonctionnement, il explique l'organisation de l'école, parce que c'est pas forcément évident, hein. Aujourd'hui, il y a des strates, il y a des interlocuteurs particuliers. Donc c'est un guide qui vous est disponible, enfin qui sera bientôt édité et communiqué par Madame la rectrice. Et donc il explique voilà notre fonctionnement, le partenariat, les différents dispositifs et surtout les interlocuteurs que vous pouvez contacter pour répondre à vos questions. Donc ça, c'était vraiment le guide en fait de première intention envers les familles. Et ensuite, nous en avons développé plusieurs autres. Donc le deuxième, c'est le parcours de l'élève, parce que pareil, nous nous sommes rendus compte en fait qu'on pouvait manquer peut-être de lien entre les aménagements pédagogiques qui étaient proposés lors de la scolarité des élèves et l'arrivée aux examens. Donc on essaie d'avoir cette cohérence et cette lisibilité surtout, parce que nous le savons, hein, nous sommes l'éducation nationale, une très grosse institution, et que parfois voilà, le parcours pour constituer un dossier d'aménagement d'examen n'est pas forcément évident. Donc on essaie de clarifier les procédures pour que ce soit plus lisible pour vous.
Ensuite, nous avons 3 autres guides, donc un sur l'insertion professionnelle, donc on parlait tout à l'heure effectivement des besoins, des incapacités que peuvent présenter certains élèves. Et du coup, nous avons en fait édité des fiches. Alors là, nous nous sommes focalisés sur les élèves en situation de handicap qui arrivent sur les ULIS lycées, mais il y a des fiches en fait métiers CAP qui ont été réalisées par donc les IEN de spécialité accompagnés des enseignants et qui vont présenter les formations, les compétences qui sont attendues et les contre-indications médicales qui peuvent exister, donc pour débroussailler, si je puis dire, un peu le parcours d'orientation et permettre des choix qui sont réfléchis et avoir, si vous voulez, toutes les informations nécessaires pour pouvoir choisir. Et ensuite, donc, les 2 derniers guides qui sortiront en fin d'année, donc nous nous sommes attardés sur les troubles spécifiques du langage écrit et les troubles du spectre autistique. Et nous sommes en réflexion sur un élargissement aux troubles du neurodéveloppement, comme la stratégie nationale nous le demande. Mais on a vraiment en fait développé tout un tas de guides et de réponses pratico-pratiques pour les enseignants. Donc, sur le sujet de l'orientation, je suis à l'origine de la structuration du document et je vous exhorte vraiment à aller lire la version complète sur le site web parce qu'on a développé tout un tas de points qui me semblent spécifiques la question du handicap, en l'occurrence du TDC, et qui mériterait d'ailleurs, et qui mérite, et je souhaite qu'on puisse en parler là. Donc, j'ai structuré ce document au départ sur 4 piliers. La motivation, et je ne parle pas de points forts, je parle de caractéristiques. Ce terme a un peu heurté, notamment Odile Parent là qui est devant. Je tiens à ce terme, caractéristique d'une personne, ce qu'elle est. Le 3e point, c'est l'accompagnement, et j'aimerais qu'on y arrive parce que l'accompagnement à l'orientation, je veux dire un peu abruptement, pour moi il n'existe pas. Et le 4e, c'est les compensations. Ça, c'est une méconnaissance importante, et donc j'aimerais qu'on puisse arriver sur ce sujet. Et je sais que Romain Genet y est très sensible en tant qu'ergo, on fonde beaucoup d'espoir sur les ergothérapeutes. Donc, les 2 premiers points, en fait, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Ce sont des points qui sont relativement peu spécifiques, la motivation et les caractéristiques, des personnes avec TDC. La question de la motivation, elle est évidemment centrale dans toutes nos activités, toutes les activités des êtres humains. C'est une condition nécessaire, pas suffisante comme on dit en mathématiques, mais nécessaire. S'il n'y a pas de motivation, il n'y a pas d'action. Moi, j'ai pas grand-chose à en dire, et puis pour pouvoir avancer sur la suite, j'en dirai rien parce que tout le monde sait. Enfin, je pense pas qu'il y ait grand-chose à dire. Les caractéristiques, pour les personnes avec TDC, il n'y a pas que des points forts, il y a aussi des limitations. On les connaît tous, on ne va pas les développer, mais la fatigabilité, la maladresse, les difficultés d'organisation, difficultés pour se déplacer avec le permis de conduire, enfin bon, on les connaît tous. Donc il y a des caractéristiques. Il est important que la personne connaisse ces caractéristiques, voilà, liées à son trouble. Voilà. Moi, j'ai rien de plus à dire par rapport à ces 2 items, c'est la suite qui m'importe beaucoup. Tu veux compléter, Marie ? Oui, je veux bien donner alors peut-être un autre regard, mais en tout cas complémentaire à Alain, effectivement, en tant que professionnel d'accompagnement. C'est vrai que l'orientation, je disais, c'est compliqué pour tout le monde et ça repose vraiment sur 3 trucs. C'est qu'est-ce que pour moi c'est important de faire, c'est la question du sens, des valeurs. Qu'est-ce que j'aime faire, c'est les centres d'intérêt, et qu'est-ce que je sais faire, c'est les compétences. Et en fait, alors déjà, on n'est pas très outillé en général sur les valeurs, les centres d'intérêt, les compétences, c'est pas toujours très facile non plus. Mais ce qui est important de savoir aussi, c'est que finalement, on se rend compte que pour des élèves, pour des jeunes en tout cas, avec des troubles, ils sont capables aussi de mobiliser leurs ressources. Et que c'est vraiment important pour le coup qu'ils soient engagés vers des activités qui sont importantes à leurs yeux ou pour lesquelles ils éprouvent un vrai centre d'intérêt. C'est vrai pour tout le monde, mais disons que pour ces jeunes-là, peut-être qu'ils vont être en capacité effectivement de se mobiliser davantage. Et après, effectivement, la question des compétences, alors ça c'est peut-être le truc le plus difficile, on va y revenir je pense aussi, parce qu'il y a évidemment les compensations qui sont un moyen de combler, ou en tout cas des déficits de compétences, mais c'est également, je dirais, il y a beaucoup d'éléments effectivement qui peuvent permettre d'apporter un regard aussi complémentaire par rapport à ça. Tu voulais dire un truc ? Juste un point qui me semble important sur les limitations et ce qui pourrait être qualifié parfois de déficit ou d'incapacité dans le TDC.
on est clairement incapable de prédire à quel point ça peut nous mettre en difficulté demain, ou ce que ça peut empêcher de faire comme activité de la vie quotidienne. Et moi j'ai envie de croire que c'est quand même plutôt un indicateur positif d'espoir. Enfin, ça invite à pas être fataliste aussi dans ce qu'on peut faire dans les accompagnements. Et après, juste un petit témoignage, moi la personne que j'ai évaluée avec le plus grand déficit de coordination motrice dans ma carrière, je l'ai recroisé 5 ans après l'avoir évalué. Il était serveur dans un bar, et je peux vous dire que jamais j'aurais pu prédire qu'il allait se retrouver à cette place-là. Et il m'a dit en rigolant, je casse pas plus de verre que mes collègues. Et je trouve que c'est un message. Enfin, c'était son projet pro et il y est arrivé, donc il n'y a pas de fatalité à avoir. Je pense que c'est aussi important. Mais ça, on le voit de toute façon, la projection, c'est quand même la question des parents. C'est est-ce qu'il y a des métiers qui sont interdits pour mon enfant qui présente un TDC ou pas? Et finalement, chaque cas est particulier selon comment on est accompagné, comment on a pu se projeter dans l'emploi et comment on a été aidé sur l'orientation. Dans les outils d'aide à l'orientation, il y a l'ONICEP qui présente beaucoup de choses. Je veux bien que tu expliques un peu tout ce que vous proposez, tout ce qui est mis à disposition, notamment sur votre site, l'onglet Inclusion et handicap, qui permet non seulement une évaluation des compétences, donc c'est ce que disait Marie, mais également la difficulté de la projection dans l'emploi. Oui, beaucoup, comme tu dis. J'avais préparé un PowerPoint de 80 pages, mais j'ai été censurée par Elvire. Ouais, j'ai censuré. Du coup, j'ai plus que 5 pages. Ouais, Donc sur la question des compétences, d'abord, on a élaboré cette année avec un chercheur qui s'appelle Laurent Sauvé de Paris-Saclay un référentiel des compétences à s'orienter dont les enseignants sont en train de s'emparer pour faire travailler, grâce aux séances et séquences pédagogiques de l'ONICEP, les compétences à s'orienter tout au long du lycée. Ce référentiel-là est prévu aussi pour le collège et le lycée professionnel dans les mois qui suivent. Maintenant, pour effectivement tester un peu ses appétences, ses centres d'intérêt, ses goûts, à l'ONICEP, on a créé des quiz qui sont vraiment pas... l'élève chemine dans ce quiz-là. Est-ce que j'aime la nature, le contact avec les autres, etc. Et celui-là qui est intéressant, c'est quel métier selon mes goûts, où là, il va permettre d'avoir vraiment à la fin de son quiz, il va avoir une espèce de petit camembert. Alors, tu es plutôt proche de la nature, proche des autres, etc. Et les résultats obtenus par ce quiz-là peuvent servir vraiment de support à un entretien avec un psychologue de l'éducation nationale, avec les professeurs, avec les parents, évidemment, etc. Il y en a d'autres ? Ah, il y en a d'autres. Ouais. Il y a plein d'autres quiz. Il y a quand même des choses. Il y a les quiz quel métier demain, par exemple, pour aider l'élève à se projeter vers la société et les métiers de demain. Un quiz études supérieures, un quiz secteur, un quiz aussi pour tester l'égalité filles-garçons, pour aider l'élève à imaginer à se projeter dans une société égalitaire. Et un quiz aussi sur l'apprentissage. Je sais que c'est une préoccupation forte des élèves. Sur l'orientation. Sur l'orientation. Oui. Donc il y a aussi un quiz apprentissage pour montrer à l'élève que non, l'apprentissage, ce n'est pas une voie de garage, mais qu'au contraire, c'est un statut, le statut de salarié, qui peut l'aider vraiment beaucoup à découvrir le monde de l'entreprise. Et à s'intégrer. Ouais. Tu veux... Non, je voulais dire, c'est au contraire un tremplin d'accès à l'emploi, oui. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc il y a pas mal d'outils qui sont mis en place par l'ONICEP. Vous, à titre individuel, à quel moment vous pouvez intervenir? Donc toi, Romain, à quel moment tu peux intervenir pour aider et accompagner? C'est le témoignage d'Aélis qui disait, moi j'ai été aidée par mes parents, j'aurais aimé avoir le soutien d'une AESH. Dans ta pratique, à quel moment tu peux intervenir sur le choix de l'orientation? Alors sur le choix, j'interviens pas. Je pense qu'on a une valeur forte en ergothérapie qui est l'autodétermination, donc permettre à la personne de faire ses choix, de pouvoir les assumer, de pouvoir aller au bout et de vivre la vie qu'elle souhaite vivre. Et je pense que notre rôle dans l'accompagnement, très simplement, moi il m'est arrivé d'accompagner des jeunes qui étaient en questionnement sur une orientation professionnelle. J'ai en tête des exemples, je crois que c'est celui qu'on a utilisé pour DFD, de quelqu'un qui voulait s'orienter vers une formation d'infirmière et qui avait beaucoup de craintes sur ses capacités à faire certains gestes techniques. Et il y avait simplement se renseigner sur le référentiel, qu'est-ce qu'elle va devoir apprendre à faire, quels sont les actes d'une infirmière,
se renseigner aussi sur à quel point elle a des capacités d'apprentissage, et puis surtout leur donner des clés pour que ça soit pas un obstacle dans la formation. Je disais tout à l'heure, il n'y a pas de fatalité. A priori, on peut apprendre à faire ces gestes-là. Effectivement, ça peut être un peu plus coûteux, ça peut être un peu plus fatigant, mais avec les bonnes stratégies, on peut apprendre à les faire et à être efficace quand on les fait. Donc notre rôle en tant qu'ergo, il se situe ici sur l'apprentissage de certains gestes et la préparation, peut-être mettre en confiance la personne dans ses compétences, dans ses capacités, dans ses habiletés, pour qu'elle puisse justement pas avoir de crainte par rapport à ça. Et puis moi j'aime bien aussi raconter des parcours d'autres patients que j'ai pu avoir pour mettre en confiance sur le... Enfin, encore une fois, j'insiste beaucoup l'absence de fatalité, mais j'ai beaucoup de jeunes que je rencontre qui me disent je pourrais pas faire ça parce que j'ai une dyspraxie ou parce que j'ai ce trouble-là. Et je crois qu'il y a aussi un vrai travail de professionnels de santé, mais pas seulement, de la société de manière plus globale, sur informer sur les soutiens qui sont disponibles, informer sur les ressources qui peuvent être autour de l'orientation, autour du projet professionnel, parce que finalement, comme tout dispositif, on doit avoir accès à des soutiens et des soutiens adaptés. Oui, peut-être juste pour compléter, en fait, moi, en tant que professionnelle d'accompagnement, je pense que ce qui est important, c'est d'explorer, en fait. Et nous, on essaie vraiment d'inciter les jeunes à explorer. C'est un travail continu, c'est pas juste les grands paliers, mais c'est effectivement aller se documenter. Enfin, l'ONICEP, c'est hallucinant, en fait. Il n'y a pas que ça comme ressource, mais c'est une banque incroyable que les gens ne connaissent pas. Donc il y a vraiment beaucoup de choses et pas seulement. Et puis moi je dirais. Toi, ce que tu dis, c'est que c'est tout le temps. C'est pas que en troisième ou en quatrième ou en terminale. Il faut que c'est tout le temps. À Parcoursup, au secours, qu'est-ce qu'il faut que je fasse par exemple, oui, c'est tout le temps, mais il y a aussi un point sur lequel je pense que les jeunes ne sont pas forcément... c'est la connaissance de soi qui, pour moi, est vraiment importante. Alors, pour le coup, sur lequel peut-être moi j'interviens davantage et ça c'est vrai que c'est des questions qu'on ne se pose pas forcément dans le cadre académique, etc. Et l'exploration, c'est quand je pense, c'est pas seulement la formation, c'est aller s'intéresser au métier des gens. Il y a plein d'applis en ce moment, enfin il y a plein de choses, des vies ma vie, il y en a 36 000. Il y a plein de possibilités parce que pour ces jeunes-là, qui sont souvent, et l'autre point que je voulais aborder aussi, c'est qu'ils sont quand même très abîmés en termes d'estime de soi, c'est ce que tu disais, c'est que déjà c'est compliqué de se projeter, mais pour cela c'est encore plus compliqué. Et en fait, la confiance en soi, elle se bâtit sur des petits actes et des petites réalisations et des petits succès. C'est vraiment ça, la clé. Donc, l'expérimentation est clé aussi. Oui, on va le voir d'ailleurs. Alors je voulais réagir donc par rapport à ce point. Je voudrais vraiment introduire une distinction. On est sur une information à l'orientation. Mission qui est portée par l'ONICEP et puis également par les conseils régionaux. Je voudrais maison de l'orientation. Je ne sais pas si Carole Bizet est dans la salle. Elle est là-bas. Elle est là. Ouais. Bonjour Carole. Il y a une mission forte des conseils régionaux. Et d'ailleurs, j'ai demandé à Henri Brun, qui est conseiller régional et qui travaille avec Sandrine Schex, la vice-présidente de la région Aura, à la création au sein de Régions de France d'un groupe sur les questions de handicap, de faire en sorte de bien prendre en compte cette distinction entre l'information et l'accompagnement que nous réclamons, si je puis dire. On va en parler plus tard. Donc, c'est une condition nécessaire, encore une fois, mais pas suffisante pour moi. Mais c'est important, effectivement, que ça existe. Ce que je voulais dire également, c'est que moi, je m'appuie sur l'ONICEP essentiellement sur un point dans les personnes que j'accompagne. C'est souvent des adultes, mais parfois un peu plus jeunes. Ce que j'aime bien, c'est les secteurs professionnels, les secteurs du monde du spectacle, si vous voulez, les secteurs de l'aéronautique. Parce que, si on a le temps, on y reviendra peut-être, des fois une personne ne peut pas, malheureusement, doit faire le deuil de l'emploi qu'elle voulait tenir. Ça peut arriver. D'autant qu'on a tous tendance, dans les métiers du spectacle, tout le monde veut être comédien. Dans les métiers de sécurité, tout le monde veut être pompier. Dans les métiers de l'aéronautique, tout le monde veut être pilote de ligne. Tout le monde, ça j'espère que je pourrai le développer après, ne peut pas être pilote de ligne. Tout le monde ne peut pas être pompier. Tout le monde ne peut pas être comédien. Mais quand on est attiré par un secteur professionnel, il y a plein d'autres métiers dans ce secteur professionnel. Il y a régisseurs, éclairagistes, les auteurs, enfin, et je l'ai vécu moi-même à titre personnel, enfin pas moi, mais dans ma famille.
quelqu'un qui, dans ma famille, une personne, elle peut pas être pilote de ligne, elle est passionnée d'aéronautique. Moi, je suis à Toulouse. Elle travaille sur les avions. Elle est très heureuse, la personne en question, sur les avions. Elle travaille dans le monde qu'elle veut, le secteur professionnel dans lequel elle veut évoluer. Alors parfois, quand on doit faire le deuil, on peut quand même se réorienter. Si on aime le monde des animaux, on ne peut pas faire forcément vétérinaire, mais il y a plein d'autres emplois liés au monde des animaux. Donc si vous voulez, moi je me sers des guides de l'ONICEP dans ce sens-là. Dans les personnes que j'accompagne, c'est s'ils doivent malheureusement ne pas pouvoir faire l'emploi, pas forcément lié du fait de leur TDC, eh bien, envisager quand même de faire quelque chose dans le même secteur professionnel. Voilà. Oui, le site s'appelle, le sous-site de l'ONICEP s'appelle Des horizons en 10 métiers. Question. En fait, c'est pas une question. Donc, Gaël Minsan, DFD 51 et les départements limitrophes. Je faisais aussi partie du groupe de l'orientation. Et ce que je constate, c'est un témoignage, c'est qu'il ne faut pas avoir peur, au moins pour les études supérieures, de faire preuve de créativité. Je crois que je ne suis pas la seule à partager ce témoignage. C'est-à-dire qu'il y a un parcours classique, nos enfants, ils ne font pas forcément ce parcours classique, mais s'ils ont un but, ils y arriveront par des détours et par des... la créativité, ça me paraît presque aussi important que ce que disait M. Genet sur il n'y a pas de fatalité. Mais soyons créatifs, n'ayons pas peur d'utiliser d'autres chemins. Voilà, c'était mon témoignage. Juste pour réagir. Excusez-moi. Et puis. Allez-y, je vous en prie. Non, je voulais juste dire la créativité, effectivement, c'est important, mais aujourd'hui, quand on fait des études supérieures, il y a quand même. Les étudiants ont des droits aussi. Enfin, moi, je participe à la formation continue de certains étudiants. Ils ont des droits d'accès à des aménagements pédagogiques, des droits d'accès à des supports adaptés, c'est un droit, c'est vraiment un droit, ça fait partie du droit. Donc je répète, la créativité c'est une chose, mais il y a aussi ce à quoi on peut avoir le droit et ce qu'on mérite d'avoir pour pouvoir avoir un parcours qui est accessible. Oui, je voulais réagir à vos propos qui m'ont fortement touchée. Parce que je suis dyspraxique, je suis aussi assistante sociale du personnel d'une entreprise adaptée. Aujourd'hui, je suis là à titre personnel. Mon parcours, c'est un peu celui que vous avez dû voir en tant qu'ergothérapeute, c'est-à-dire que j'ai voulu faire l'école d'infirmière sur le tard, en plus à l'âge de 37 ans. Je me suis cassé le nez, un manque d'estime de moi, une méconnaissance de mes troubles, mais aussi dans les services, ils ne les connaissent pas. Et moi, je pense que la question, et je pense que vous l'avez abordée tout au long de ce colloque, c'est comment faire pour que ce soit accepté et connu dans la société. Parce que si on fait seulement porter les choses aux personnes dyspraxiques et aux personnes qui les accompagnent, ça suffira pas. C'est tout. Et je vous remercie beaucoup de tout ce que vous faites. Juste peut-être une réaction, mais c'est vrai que les combats qui sont portés ici et ce qui est abordé pendant cette table ronde, je pense qu'ils ne sont pas seulement portés, je le sais qu'ils ne sont pas seulement portés par le DFD, et il y a plein de parcours aujourd'hui qui existent, et peut-être que c'est là-dessus qu'on va continuer la table ronde, je pense. Oui, tout à fait. Oui, ce que vous dites, c'est la réalité aujourd'hui du monde dans lequel on vit et du marché de l'emploi, c'est-à-dire que les troubles sont méconnus, TDC particulièrement, les gens connaissent un peu la dyslexie, quoique, mais TDC pas du tout. Et il y a une méconnaissance, donc c'est pour ça qu'il y a des adaptations dans le cadre des formations et des parcours, mais aussi il peut y avoir des reconnaissances de handicap auprès des maisons départementales pour qu'il y ait des aménagements justement de postes. Mais voilà, le chemin est long. Mais il n'empêche que là, ce dont on parle aujourd'hui sur l'orientation, c'est aussi en ayant conscience de toutes les difficultés, même s'il y a, comme tu le disais, des textes de loi, mais il n'empêche qu'on se casse souvent le nez, on est quand même souvent confronté, et il faut en parler et sensibiliser pour arriver non seulement pour les familles, pour imaginer ce que ça pourrait être et réussir à se projeter. Et je veux bien qu'on poursuive. Il y a quand même cette idée qu'il faut connaître concrètement l'emploi, le métier. Donc, soit on peut y arriver, soit on n'y arrive pas. Et c'est ce que disait Alain, on peut rester dans le même secteur d'activité. Mais il y a aussi, vous avez fait
souhaiter être infirmière, on peut être infirmière à l'hôpital, infirmière en EHPAD, infirmière en libéral. On aura des compétences techniques qui vont être similaires, mais on n'exercera pas de la même manière. Les conditions de travail ne seront pas les mêmes. Et parfois, on peut, en testant, donc il y a des dispositifs qui existent dont on va parler, qui permettent de tester, qui permettent une projection dans l'emploi pour voir qu'est-ce qui pourrait fonctionner pour soi au-delà de l'acquisition des compétences, une fois qu'on a passé ce palier-là. Donc sur connaître concrètement ce que l'emploi va être, et donc on est quand même sur des orientations. Ça marche pas. Ouais, tu veux qu'on revienne là-dessus? Ouais. La grande question, donc je reviens, que j'avais évoquée déjà, c'est, et je pense que vous l'avez tous, vous êtes tous confrontés à cette question, et c'est des questions que posent les parents et posent les jeunes adultes, donc 16-25 ans, dont parlait Étienne Pau, c'est est-ce qu'il y a des métiers possibles ou pas possibles? Donc l'autodétermination, tu as déjà répondu, Romain, pour dire bah non, finalement, on peut tout à fait être serveur. Moi, j'ai des exemples de pâtissiers, pâtissières. Bon, donc on peut tout à fait dépasser le trouble en faisant peut-être preuve de créativité également, comme vous le disiez. Est-ce que tu veux réagir à cette slide, s'il te plaît? Alors, je veux bien que tu prennes l'autre micro. Voilà, merci. Oui, c'est même un peu le cœur de l'intervention que j'ai préparée. Donc, si vous voulez, quand j'ai des personnes qui me contactent, souvent des parents d'ailleurs, hein, même pour des adultes, c'est souvent pas pas la personne elle-même. Ouais, c'est important qui parce me contacte qu'on suit tout le temps en tant que parent ses enfants. Les parents me disent, mais avec un handicap comme ça, qu'est-ce qu'il peut faire? Moi, je dis, j'ai pas cette entrée. Surtout pas cette entrée que j'utilise. Alors, si vous voulez, ça repose sur 2 points, sur les questions de compensation raisonnable. Ouais, je vais expliquer ce qu'on veut dire les compensations raisonnables. C'est développé dans le document. Et sur l'accompagnement. Bon, ce sont les 2 piliers nécessaires. Alors déjà, je voudrais dire par rapport aux compensations. Il existe en France ce qu'on appelle les emplois nécessitant des conditions d'aptitude particulières. Il y en a environ 60. Il y en a une liste qui existe, qui font que ces emplois ne peuvent pas être exercés par des personnes en situation de handicap, quelle qu'elle soit. C'est une liste qui existe depuis 88. On a travaillé dessus, notamment au travers du CNCPH et d'autres instances à la fin des années 10, pour demander l'éradication de cette liste. Parce qu'en fait, elle n'a plus de pertinence depuis 30 ans. La connaissance des handicaps a évolué, la connaissance des connaissances technologiques ont évolué. Donc il n'est pas possible de dire, à partir du moment où vous êtes en situation de handicap, vous ne pouvez pas exercer ces emplois. Donc on demande l'éradication. Il y a un travail qui a été fait. Il n'y avait pas de consensus, quelques emplois avaient été retirés de la liste, enfin bon, toujours est-il qu'on en est resté là et que ça n'a jamais été publié, mais les associations demandent à ce que ça soit remis sur le travail. Bon, ça c'est tout type de handicap. Donc je voulais déjà que vous sachiez que ça existe. Mais d'un autre côté, moi ce que je voulais dire aussi, c'est que, alors ça va paraître une formulation un peu bateau, personne ne peut exercer tous les métiers. Si vous vous interrogez vous-même, est-ce que vous êtes capable d'exercer n'importe quel métier ? Non, moi il y a tout un tas de métiers que je suis incapable d'exercer. Déjà pilote d'avion, je pourrais pas. Ça m'est totalement impossible. On a tous des limitations. Bon, c'est une évidence. Bon, attendez, je relis vite fait. Ceci étant, on ne peut pas exercer tout emploi. Juste, pardon, j'entends tout à fait, mais c'était typiquement le témoignage d'Aélis. On lui dit, parce qu'elle est dyspraxique, elle ne peut pas être journaliste. C'est quand même assez... ça l'a quand même beaucoup freiné. Donc c'était l'idée de métiers accessibles avec quand même un TDC. Enfin, donc c'était... Alors c'est là que je dis, à partir du moment où on a des compensations et un accompagnement, d'abord un accompagnement et puis des compensations, on peut exercer beaucoup d'emplois. Il peut arriver qu'on soit obligé de faire le deuil d'un emploi, mais comme toute personne finalement, c'est pas forcément lié au TDC, c'est fait qu'on ne peut pas tout faire. Alors je voulais revenir sur la notion de compensation, qui est beaucoup issue du modèle des adultes. Si vous voulez, chez les adultes, on parle beaucoup de compensation technique, et des compensations qu'on connaît avec le fait, par exemple, d'avoir des ordinateurs où il y a tout un tas de tiers-temps. Non, le tiers-temps, c'est pas technique. Enfin, on peut le voir. Non, c'est organisationnel. Donc, c'est une compensation technique, compensation organisationnelle, justement, et compensation humaine. Donc, on a ce modèle, si vous voulez. Et donc, il est possible. Et alors, je voudrais insister là-dessus. C'est un droit. C'est un droit. Et c'est un souci qu'on a, c'est que beaucoup de personnes soit ne le savent pas, soit n'y croient pas. Moi, je connais beaucoup d'adultes, notamment, qui disent « Oh oui, j'en ai entendu parler, mais de toute façon, les entreprises, elles s'en foutent. »
et elles ne mettront pas en œuvre, donc ils n'y croient pas. Il y a un principe d'obligation de compensation, bon, je vous ai décliné la typologie des compensations, qui existe en France depuis l'école jusqu'à l'emploi. Et ça, il est nécessaire de le dire parce qu'il y a beaucoup trop de méconnaissances par rapport à ça. Je vois des personnes qui partent en emploi, comme ça, la fleur au fusil, qui ont un TDC parfois avec une certaine sévérité, mais qui y vont comme une personne ordinaire. Ben, dans un certain nombre de cas, il y a des personnes qui arrivent. Nous, c'est vrai que c'est plutôt ceux qui n'y arrivent pas qui s'adressent à nous. Et on en connaît beaucoup. Alors quand je dis beaucoup, c'est ça la difficulté, c'est qu'on ne sait pas le quantifier. Personne ne connaît les chiffres en fait. Et personne ne peut les avoir. Mais si vous voulez, c'est la difficulté qu'on rencontre, c'est cette question de compensation. Donc il faut vraiment savoir que ça existe et que c'est possible et qu'on n'a pas à accepter d'être traité de la même manière qu'une personne ordinaire. Voilà. Alors les compensations, alors raisonnables, ce que je voulais dire, c'est que quand même, bien évidemment, il n'est pas possible d'obtenir des compensations disproportionnées. Vous imaginez une entreprise de 30 personnes qui aurait besoin de 100 000 euros pour les compensations d'une personne en situation de handicap sur son poste de travail, ça paraît un peu difficile. Il y a des aides. Mais, oui, jusqu'à oui, mais il y a raisonnable quand même. Ensuite, si vous avez une entreprise du CAC 40 qui ne veut pas mettre en place quelques compensations organisationnelles, notamment éviter des astreintes, éviter des déplacements, par exemple, et puis qui rechigne sur 5 000 euros d'investissement, là, ça devient beaucoup plus discutable. Donc, je voulais dire, il existe un guide qui a été publié par Jacques Toubon, le défenseur des droits, à la fin des années, en 2018, il y a 5-6 ans, et qui, j'espère, sera réactualisé, qui fait le point sur cette notion d'aménagement, de compensation raisonnable, si vous voulez, sur ce qu'on peut attendre et ce qu'on peut espérer. Et avec tout un déploiement de la jurisprudence dans ce document, c'est un document qui est fondamental. Donc vraiment, je voulais vous donner cette information sur la notion de compensation qui est centrale. Et avec des compensations, on peut certainement arriver à des situations comme celle qu'a décrite Romain. Au départ, des personnes, on va dire « Ah oui, non, mais il ne peut pas travailler dans le domaine de la restauration ». Eh bien si, c'est possible, il peut y avoir des compensations. Et puis après, il y a une bonne information. Il y a un exemple que j'ai ajouté à la suite du guide sur le site web d'un jeune qui est dans un parcours de cuisinier. Eh bien, on dit tout de suite, il a un TDC, non, il ne pourra pas faire ça. Ben non, c'est pas comme ça qu'on a besoin de raisonner. Pour moi, nécessaire de raisonner autrement. Est-ce qu'il a une compensation alors, le serveur? Non, je pose la question à Romain. Non, il n'a pas de compensation, officielle. Mais c'est peut-être l'argument que j'allais donner pour compléter. C'est ces compensations qui font partie du droit. Très souvent, vous les mettez en place. Les personnes concernées sont capables déjà d'en mettre beaucoup en place de leur côté sur des différentes manières de faire. J'apprends pas en regardant mes collègues. Je trouve ma propre stratégie pour le faire. C'est des compensations déjà. Du contournement. Qui sont mis au service. La créativité dont parlait Madame tout à l'heure aussi, effectivement. Et peut-être aussi la force de la singularité. Je vais bien rajouter un mot là, sur l'expérience de jeune, parce que je l'ai suivi d'assez près. C'est vrai que c'était un jeune, il arrive en 3e, et puis franchement, il n'en pouvait plus du système scolaire. Il était trop en difficulté, en souffrance. Et en même temps... il avait des adaptations, il avait un PAP, quelque chose? Oui, il était assez bien suivi, je pense, mais il était saturé. Et, dans l'estime? Oui, je pense aussi, je ne le connais pas, je connais surtout sa maman, mais j'ai beaucoup discuté avec elle. Et en fait, elle me dit, oui, alors tu vois, il est intéressé par des métiers de bouche. Alors, les métiers de bouche, tu penses tout de suite, ustensiles, couteaux, machin, les trucs, bon bref, j'ai un peu peur. On se fait nous-mêmes nos propres représentations, tout à fait. Propre projection. Alors, mais ton môme, il cuisine chez toi? Ah ouais, il adore ça, en fait. Et il aime ça, puis c'est bien, ouais, c'est bien, etc. Et en fait, c'est vrai que le parent, il est souvent le premier observant des capacités, c'est ça le truc. Donc c'est ça qu'il y a. Et évidemment, on était hors du champ scolaire, on s'en doute bien, parce que pour le coup, cette compétence-là, elle n'avait pas été décelée. Donc elle était, indécelable dans le champ scolaire, totalement contre-intuitive par rapport aux représentations d'un TDC, de la maladresse. Et le môme, je crois qu'il fait un lycée pro maintenant, il est super content.
Okay. Enfin, pour rester sur l'orientation professionnelle par rapport au thème de la table ronde, vous évoquez les ESS et je trouve que c'est un premier pas, moi, sur l'orientation professionnelle. Enfin, le projet scolaire et le projet professionnel d'orientation, il doit être abordé lors des ESS. Et tout à l'heure, on parlait de soutien des parents, de volonté de l'enfant. Je crois qu'il y a aussi, est-ce que tous les acteurs sont autour de la table au moment où on discute de ça? Est-ce que c'est un projet qu'on a le temps de discuter? Moi, pour en faire beaucoup, c'est aussi un moment où je trouve qu'on traite les urgences. On traite l'instant présent, on ne traite pas la projection. Et c'est un fort enjeu parce qu'on dit que c'est difficile, que c'est mal préparé. C'est une période de la vie, qu'on va le redire, mais c'est une période de la vie qui est quand même assez particulière, où on découvre plein de nouvelles tâches, plein de nouveaux rôles. Et en plus, on n'est pas forcément préparé à ça parce qu'on gère déjà des difficultés ailleurs. Ouais. Donc il y a un lien pour moi qui est assez présent avec l'orientation professionnelle, qui est aussi, est-ce que le jeune il est disponible pour y penser, est-ce qu'il est disponible pour la préparer? Parce que c'est une transition importante, mais quand je gère mes urgences du quotidien, potentiellement mes aménagements pédagogiques pour passer mon bac ou des choses comme ça, j'ai pas le temps de penser à mon orientation professionnelle. Et ce qui fait qu'on perd du temps souvent sur l'année post-bac. Enfin, en tout cas moi dans mon expérience c'est beaucoup ça, c'est des jeunes qui perdent 1 an ou 2 ans parce qu'on n'a pas su préparer, on n'a pas su anticiper. Et je dis bien on parce que je pense que c'est pas la seule responsabilité du jeune, c'est un écosystème autour de lui. Et ça pose aussi la question du coup de est-ce que tout le monde a la chance d'être soutenu de la même manière et tout le monde n'a pas la possibilité d'être soutenu par ses parents ou par des professionnels autour de lui. Donc c'est aussi un enjeu d'inégalité, je pense, dans l'accès à l'orientation professionnelle. Donc juste en 2 mots, donc vous avez pour l'éducation nationale, vous avez le médecin de l'éducation nationale qui se met en lien avec les médecins généralistes. En toute confidence. Alors, il en manque. Il en manque. Pardon. Mais alors à différents niveaux, si vraiment il y a une urgence, on trouve. Moi, j'ai sur certains territoires, effectivement, des médecins qui sont malades ou des médecins qui s'arrivent, voilà, et qui couvrent plusieurs. Mais nous avons aussi un médecin conseiller technique auprès du DAZEN, donc qui lui reprend les situations, et notamment les situations les plus difficiles, j'allais dire, mais bon, encore faut-il demander, il y a des ressources là-dessus. Et ensuite, on garde la confidentialité. Le médecin éducation nationale comme psychologue éducation nationale va transposer en fait au regard de la pathologie ou du diagnostic posé, va transposer sur l'école et va mettre en lien avec les points d'appui pour les apprentissages, donc ce que vous appelez les caractéristiques, monsieur, et les limites pour construire le projet de l'enfant. C'est notamment comme ça que se construit un PAP. Sur l'orientation professionnelle, donc à mon arrivée l'année dernière, parce que j'étais en Ulysse école et Ulysse collège, j'avais cette connaissance du terrain. J'ai demandé à mon inspecteur de monter un séminaire académique sur l'orientation pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Et donc nous avons convié tous les coordonnateurs Ulysse collège, lycée, mais également les enseignants référents. Donc il y a eu une vraie formation aux différentes voies en fait d'orientation et les partenaires qui existent. Et de ce séminaire académique a découlé cette année en fait le développement de séminaires au niveau départemental. Donc dans les 5 départements de la région Occitanie Est, en ce qui nous concerne. Et donc chaque inspecteur en fait du département du service de l'école inclusive est en train de développer ces séminaires avec les enseignants référents pour qu'en fait ils aient connaissance des acteurs de terrain et des partenaires pour répondre au plus près du besoin des élèves. Pour l'orientation, oui. Oui, en fait, c'est un petit aparté, mais en même temps, ça me fait penser à l'intervention sur le SS, ça me fait penser effectivement à ces fameux paliers d'orientation et des décisions institutionnelles, notamment la 3e, qui est quand même le grand, le grand chamboulement, le grand changement de direction, et tout d'un coup, un coup près qui tombe. Et en fait, quand on a commencé la réflexion du groupe de travail, on s'est vraiment, on est un peu parti de ça en fait, en se disant finalement ce palier un peu critique, on va dire, en tout cas sur une projection plutôt professionnelle que scolaire. Oui, d'accord. C'est souvent un palier critique, particulièrement pour ces élèves avec TDC, parce qu'ils peuvent se retrouver engagés dans une voie professionnelle pour défaut de compétences académiques, scolaires, alors même qu'ils risquent précisément de se retrouver en difficulté pour des raisons de praxis ou de fatigabilité, etc. Et que du coup, ce couperet qui peut tomber assez vite, si effectivement l'élève n'a pas
pu anticiper. Donc c'est pour ça que je dis j'anticipe peut-être Oui. un petit peu sur ton déroulé, mais ça me fait vraiment penser à ça. Ces décisions-là, anticiper soit effectivement en investiguant, pourquoi pas, des centres d'intérêt professionnels réels. Le bac pro, c'est hyper intéressant en fait, et c'est un accès à l'emploi tout à fait, et qui n'empêche pas même de continuer en BTS, etc. Mais s'il n'a pas eu le temps de déceler, ou que ses parents aient décelé, ah oui, toi tu as vraiment un truc là, le travail du bois, tu t'y prends bien alors que tu ne sais pas organiser un planning, il est pris au dépourvu et il se retrouve engagé éventuellement dans un truc où il est à nouveau en difficulté. Donc d'où effectivement, j'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est vrai, cette question des compétences et de l'observation des compétences par l'entourage, la question de l'exploration. Ah mais tiens, si je faisais un petit stage là avec la CCI qui me permet d'avoir un stage de 5 jours pour aller voir chez mon voisin boulanger si ça me branche en fait de faire ça, et pouvoir expérimenter, c'est sûr que c'est... Mais c'est une aide à l'orientation, oui, on va le voir. Oui, c'est ça. Ouais, c'est une aide à l'orientation, on va le voir. Et c'est vrai qu'il y a ces paliers 3e, terminale. Je crois qu'il y a il y a une question. Oui, alors allez-y. C'est bien en lien avec l'orientation, sinon je ne prends pas la question. Alors allez-y, s'il vous plaît. Allez-y. Je vais avoir besoin d'aide pour poser la question. Mais sinon, je voulais dire que moi, dans mon travail, au niveau des compétences, ça va. Voilà, je suis éducatrice de jeunes enfants et dyspraxique. Par contre, si on me demande de faire le café, si on me demande d'aller faire des photocopies, c'est la galère. Et tout ça pour dire que éviter que le TDC ne devienne un frein, allons-y, essayons tous les métiers. Et peut-être en pensant que y a des compétences, mais il y a aussi le savoir-être. Et peut-être qu'il va falloir bosser le savoir-être, ou en tous les cas, bien se positionner. Moi, depuis que je me suis positionnée en disant, écoutez, pour le café, je peux vous le faire, mais alors si vous voulez que ce soit rapide et bien fait, il faut peut-être que ce soit quelqu'un d'autre. Voilà, ça se passe mieux. Voilà, donc je ne sais pas trop quelle est la question, mais quelque chose autour de ça, du savoir-être, qui pas forcément trouver des solutions, mais en tous les cas, le poser. Oui, le dire. Voilà. Après, ça rejoint les forces et les faiblesses qu'on peut avoir, qu'on est un TDC ou qu'on n'est pas un TDC. Parfois, on peut être extrêmement maladroit ou être bordélique, et puis c'est comme ça. Enfin, pour moi, ça rejoint vraiment les forces et les faiblesses, au-delà des compétences et le savoir-être. Alors, allez-y. Alors, j'ai un cas pratique parce que j'ai un enfant qui est... je suis à Rouen, je m'appelle Émilie Guibert, donc je ne suis pas dans cette région-là. Mon fils, avec un TDC et un TSA, qui est en première générale et qui n'a jamais eu besoin d'avoir d'aide à côté parce qu'il a la chance d'avoir un cerveau qui fonctionne bien. Mais là, il se retrouve avec Parcoursup, le stress de Parcoursup. On va en parler. Et ça, c'est insupportable parce qu'en fait, il se retrouve avec maths spécialité et avec une prof qui ne met pas en place les aménagements. Et là, voilà. Et là, je voulais vous demander juste par rapport à ça, c'est la question. Je n'ai pas réussi à ce jour à faire en sorte que cette professeure, malgré 5 propositions d'aménagement, et notamment juste qu'elle envoie par PDF le fichier qu'elle projette aux élèves, elle envoie par mail. Et là, pour moi, c'est insupportable parce que je ne sais pas. Je me suis adressée au proviseur adjoint. Tout le monde me dit, à l'enseignante référente, qui me dit que c'est pas possible. Je demande un seul aménagement en première. Mon fils, actuellement, il est en dépression depuis 1 mois. Et je voulais partager parce que mon fils, il a les capacités de devenir ingénieur. Il est incroyable, il fait des efforts de malade depuis qu'il est tout petit. Et il a fait tout l'accompagnement ergothérapeute, psychomote, orthopédagogue. Il a fait tous les aménagements. Il bosse comme un fou. Et là, il est au fond de son lit. Voilà, c'est un exemple. Mais c'est pour vous dire que moi, je suis convaincue, je lui ai toujours dit qu'il ferait ce qu'il veut, du moment qu'il en a envie. Qu'il faut... Mais après, j'ai essayé de l'aider. Aujourd'hui, c'est un cas très compliqué. Du coup, vous dites qu'il y a des droits. Après, c'est comment faire respecter ces droits. Voilà. Et à quel point ça peut avoir un impact sur l'orientation, enfin la difficulté en fait, dans laquelle aujourd'hui, quand c'est pas il est respecté, obligé. ça a un lien sur... Aujourd'hui, il est obligé. En fait, le lycée lui dit à 4 de moyenne, on peut pas garder en terminale. Donc du coup, il ne va plus avoir qu'une seule matière scientifique, c'est numérique et sciences de l'informatique, où il a 14 de moyenne. C'est un élève qui a 13 de moyenne en global, mais il a 4 en maths. C'est la seule matière où il déconne, à part l'espagnol. Mais bon, voilà, il a décidé que l'espagnol, c'est compliqué. Mais voilà, et ça, c'est fou. Et après, du coup, il va prendre maths complémentaires. En fait, on va trouver des aménagements, mais ce que je trouve dingue, c'est cette
difficulté, parce que collaborer c'est bien, mais moi j'ai proposé 5 possibilités de collaboration, et on m'a dit il doit prendre une photo à la fin. Alors pour quelqu'un avec un TSA, c'est compliqué. Oui, juste dire qu'effectivement, c'est voilà, insupportable hein, le témoignage que vous avez. Nous en avons aussi sur notre académie, hein, des témoignages de parents comme ceux-là. Et je pense qu'à un moment donné, il faut taper du poing sur la table. C'est un droit et c'est illégal de ne pas le mettre en œuvre en fait. Donc s'il y a des aménagements qui doivent être mis dans le cas d'un PAP ou d'un PPS, il faut qu'ils soient mis. Donc il faut que vous tapiez plus haut, c'est-à-dire au niveau du rectorat. Oui, alors il y a l'inspecteur, il y a l'IAIPR ou l'IEN de spécialité pour cette personne, mais il y a aussi... C'est au point où j'ai peur, en fait, j'ai peur que ça influe le comportement des professeurs sur son passage. Mais juste, il faut saisir le rectorat, parce qu'il y a un recteur ou une rectrice qui, à un moment donné, fait redescendre les informations aussi. Bon, je veux bien que vous en parliez après. Ouais, si ça vous embête pas. Ok, donc on va avancer. Oui, donc... oui, je veux bien juste poser ma question si c'est possible. Allez-y, bien sûr. Oui, bonjour Anne Carès, DFD 29. Moi, j'avais une question parce que j'ai peut-être pris les choses à l'envers. Quand je me suis retrouvée dans la question de l'orientation, je me suis dit, qu'est-ce qu'il aimerait bien faire ? Et derrière, qu'est-ce qui va être dans le champ des possibles ? Donc, j'ai voulu chercher, en fait, tous les référentiels au niveau des formations, des différents bacs, voir qu'est-ce qui était exactement dans chaque bac, avec quel coefficient, voir qu'est-ce qui était possible. Et ça, je n'ai jamais réussi à le trouver. Quand je suis allée au CIO, que j'ai demandé des précisions quant aux matières, aux coefficients, qu'est-ce qui était vraiment inclus dans les programmes, en quoi ça consistait, c'est le vide. Je n'ai personne qui a pu me renseigner. Et j'aimerais vraiment savoir où on peut trouver ce type de renseignement, avoir les informations, parce que en fait après avec des personnes bienveillantes on a réussi à s'en sortir, en sachant qu'il y a certaines matières dans lesquelles de toute façon avant même d'avoir commencé ce serait mort. Donc la question était la suivante: est-ce qu'avec les autres matières il réussirait à compenser et à acquérir quand même ce qu'il voulait, mais où peut-on trouver cette base de documents, est-ce qu'elle existe et qui peut la fournir? Merci. Juste un petit complément vraiment sur l'orientation aussi, les CIO, au secours, voilà. C'est tout, c'est même pas une question, mais je sais pas si quelqu'un a réussi à trouver de l'information concrète, enfant 10 ou pas d'ailleurs. Est-ce que vous avez une réponse ? Alors, sur le coefficient, normalement, vous avez sur Légifrance, normalement, tout est publié, et ensuite, vous avez alors peut-être que vous avez trouvé là, madame, je ne sais pas. Et ensuite, vous avez sur Eduscol, qui est le grand site officiel de l'éducation nationale, sur lequel vous avez toutes les circulaires et tous les documents relatifs au parcours de l'élève. Alors c'est sûr qu'après, il faut fouiller, hein, et puis peut-être après, il faut être accompagné pour pouvoir réfléchir au projet de votre enfant et voir l'adaptabilité. Mais peut-être ça dans les instances, au niveau du lycée, dans les instances d'orientation, avec le psychologue du second degré. Le problème qui se pose, c'est que quand j'entends tout à fait ce que vous dites, sauf que quand on cherche un bac, par exemple, une telle spécialité, alors il y a un bac master dans tel lycée, il y a le bac master dans tel autre lycée, les portes ouvertes, elles sont toutes le même jour. Les personnes qui sont présentes sont débordées par plus des demandes générales. Et là, en fait, il faut prendre le temps quasiment de s'asseoir et d'éplucher je ne sais même pas comment on peut appeler ça, pour essayer de voir, combien, j'exagère, hein, mais combien de tours de tournevis, par exemple, il faudra donner pendant la formation. Ça, moi, je n'ai jamais réussi à trouver. Et c'est des types de questions qu'on a régulièrement en tant que bénévole pour savoir dans quelle formation, quels vont être exactement les attendus au niveau praxique. Je voulais intervenir là, peut-être que ça va donner des éléments de réponse. Je voulais faire un parallèle avec le monde des adultes. Dans le monde des adultes, il arrive que des personnes, c'est même assez fréquent, arrivent à l'âge adulte en ayant besoin de construire ce qu'on appelle un projet professionnel. En fait, ça revient à l'orientation. Hein. S'orienter vers quoi je vais aller, comment je construis mon projet professionnel. Dans le monde des adultes, il existe tout un tas de dispositifs et de personnes compétentes pour réaliser une adéquation fine entre les caractéristiques de la personne
et les caractéristiques de l'emploi vers lequel elles souhaitent s'orienter. Donc, de manière individuelle, travailler les compensations qui sont nécessaires. Vous avez des dispositifs qui s'appellent l'emploi accompagné, vous avez des dispositifs qui s'appellent les appuis spécifiques, TND en l'occurrence pour ce qui nous concerne, vous avez les établissements et services de réadaptation professionnelle, dans lesquels il y a des équipes qui travaillent sur cette adéquation pour construire un projet professionnel entre les caractéristiques de la personne et les caractéristiques de l'emploi dans un contexte donné, parce qu'un emploi peut s'exercer dans des contextes très différents. Si on prenait l'exemple d'infirmier, je pourrais le développer. Voilà. Donc, il y a des personnes qui sont compétentes pour travailler sur cette construction de projets professionnels, et je vais le dire très directement, au sein de DFD, nous militons pour qu'il y ait ce type d'accompagnement également dès l'orientation des enfants. Voilà, c'est-à-dire qu'il y ait des équipes qui se mettent en place, parce qu'on ne peut pas faire tout seul, avec des ergothérapeutes, des conseillers d'insertion professionnelle, les parents, neuropsychologues s'il faut, enfin aussi les personnes du champ du soin, de manière à ce que véritablement il y ait des équipes pour mener cet accompagnement comme ça se fait dans le monde des adultes. Voilà. Donc c'était vraiment un point sur lequel je voulais insister, et je pense que les ergothérapeutes ont aussi un rôle très important à jouer sur ce point-là. Oui, je souscris à ce qui est dit, et peut-être aussi pour compléter par rapport à... Là, on parle du coup, avant d'entrer dans une formation, oui. Et peut-être aussi sur la formation, pour compléter les informations qui ont été données pendant les questions. Aujourd'hui, normalement, dans les formations données aux étudiants ou aux adultes, il y a des référents handicap dans chaque établissement. Et c'est quand même important de le souligner, et c'est des personnes qui sont censées être... représentante aussi du droit de chaque individu, donc pouvoir dire à l'équipe pédagogique quels sont les droits des étudiants, pouvoir les faire revendiquer, les faire appliquer. Et moi, ce que j'observe aussi, là plutôt en tant que formateur qui participe à des formations pour des étudiants, ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants aussi qui ne veulent pas faire revendiquer parfois leurs droits pour X ou Y raison, et c'est largement entendable, il n'y a aucun problème. Mais on a aussi cette difficulté qui est, est-ce que je parle de mes difficultés? Est-ce que je suis prêt à revendiquer quelque chose qui est lié à mon diagnostic, où j'en suis dans mon parcours administratif aussi, parce qu'on a parlé de la MDPH chez l'enfant, mais on pourrait en parler sur qu'est-ce qui se passe quand on devient adulte. Et du coup, je voulais quand même compléter... Quand on passe dans le monde des adultes, effectivement, pour rejoindre Alain, dans les formations, il y a quand même des référents qui sont là aussi pour faire appliquer les droits. Et ça doit être des personnes ressources, des personnes avec qui on collabore pour réfléchir à des aménagements, comme on le fait d'ailleurs au collège ou au lycée. Oui, une question. Oui. Alors, moi, plutôt un témoignage. Donc, je suis Bénédicte Carré, maman de 3 enfants 10, dont 2 dyspraxiques. Dont la première qu'on a découvert post-bac, qui nous a permis de découvrir les autres d'ailleurs. Et je voulais juste parler de son parcours. Elle est en 4e année de vétérinaire aujourd'hui, pas en France, en Belgique. Et, voilà. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a très bien gazé jusqu'en terminale, pas de problème. Elle a fait une année de prépa en France, où là elle s'est rendue compte que c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'elle pensait. Avec un niveau intellectuel sans problème, et c'est ce qui a compensé en fait toute son évolution. On avait la chance de connaître un peu comment ça fonctionnait en Belgique, donc elle a passé le concours en Belgique, elle a eu le concours, elle est en Belgique, donc en vétérinaire, et la première année, elle a été voir la psychologue là-bas qui lui a dit mais toi tu es 10 quelque chose, passe les tests, et donc elle a été découverte dyspraxique. Elle a eu tous les conseils en Belgique pour adapter en fait son temps de travail, pour adapter sa méthode de travail. Elle est en 4e année, elle est hyper contente, ça se passe super bien, tout ça. En France, là j'en suis à mon 3e fils qui est sur Parcoursup. Quand on en parle au professeur, c'est ouais non mais c'est bon, on connaît la 10. Voilà. Quand on va pour les concours, là il est en train de passer des concours parce qu'il est passionné d'aéronautique, pas pour être pilote, mais pour travailler dans les moteurs. Eh bien, quand il passe ses concours, là, les concours, il les plante tous. Pourquoi? Parce qu'il a tellement peu confiance en lui, il a tellement peur qu'on le considère comme handicapé qu'il ne veut pas s'annoncer 10, qu'en fait, je me demande quelle orientation il va pouvoir avoir, sachant qu'il veut être ingénieur, qu'il a les capacités d'être ingénieur. Comment, en fait, on peut aider ses enfants
à avoir une orientation qui corresponde à ce qu'ils veulent et qui ne correspondent pas au cadre que l'on veut donner normalement, enfin, dans l'éducation nationale ou dans l'enseignement supérieur. Comment aider les 10, en fait, à faire valoir leurs compétences dans ce cadre-là? Mais ce que vous dites, c'est que s'il avait eu les aménagements et les compensations, il pourrait y arriver? Enfin, il a les capacités intellectuelles pour y arriver, mais comme il ne veut pas être reconnu comme handicapé, parce qu'on lui a dit que le 10 était handicapé, eh bien, on n'a pas pu mettre en place en fait tous les accompagnements. Donc il n'a pas de tiers-temps, il n'a pas de PC, il n'a pas... Voilà, il n'a rien parce qu'il refuse... Mais ça, je pense que vous le voyez... Enfin, je pense que vous voyez beaucoup, souvent il y a un âge comme ça où il y a une sorte de révolte de dire je veux plus du tout, je veux plus en entendre parler, et là c'est très compliqué parce que c'est souvent aux parents et à l'équipe, j'imagine aussi médicale, pour essayer de faire en sorte, parce que finalement c'est une perte de chance qu'il n'ait pas ces aménagements. Oui, mais comment justement l'aider en fait dans l'orientation par rapport à ça? Bien sûr, mais est-ce que la réponse est... que l'éducation nationale? Est-ce que c'est pas aussi le médical? Est-ce que c'est pas les parents? Enfin, je sais pas, mais je suis pas certaine que... Oui, c'est la question, voilà. Mais je reformule, oui, enfin, je vous comprends tout à fait, madame. Effectivement, c'est une problématique qu'on rencontre souvent. Hein, et moi, ce que j'entends parfois, c'est... je pense aussi au niveau du collège où finalement, il y a certains élèves qui ne veulent pas être stigmatisés, donc qui ne veulent pas de leur ASH. Et qui, voilà... Ou l'ordinateur. Et j'entends parfois des personnels qui disent oui, mais tant qu'il n'aura pas reconnu qu'il est en situation de handicap, mais en fait, c'est toute la société qui doit reconnaître. Et c'est une culture sociétale là qu'on doit avoir. Alors les enjeux éducatifs de l'école inclusive, ils sont bien là aussi. C'est tout cet enjeu sociétal qu'il y a derrière l'inclusion. Et inclure, c'est amener un élève dans un groupe, mais c'est aussi qu'un groupe l'accueil. Et ça se joue sur les différentes personnes qui constituent ce groupe. C'est que la singularité de chacun participe à la richesse collective. Voilà. Là, on est dans une vraie... Alors, c'est idéologique, hein, c'est voilà, une volonté d'agir comme ça, mais je pense qu'il y a vraiment cette culture-là qu'il faut installer. Et je vous rejoins sur toutes les difficultés que ça induit en termes de mésestime de soi, de sentiment de compétence. Voilà, je sais. En tout cas, on est bien conscient de cette difficulté. Tu veux dire quelque chose, Marie? Après, on passera sur Parcoursup. Oui, juste un petit mot, parce que c'est vrai que maintenant, on voit effectivement des élèves avec beaucoup de potentiel qui arrivent au bac. C'est une bonne chose, c'est plutôt un signe positif quand même, que même si les aménagements sont durs à faire respecter, probablement il y a quand même des choses qui évoluent. Et c'est vrai que moi, j'ai aussi une fille adulte qui a refusé l'ordinateur et qui l'a accepté juste quand elle est arrivée à la fac, parce que tout le monde avait un ordinateur, ou la plupart des gens. Donc, et en même temps aussi, qui s'est dit « Oups, j'ai le bac, alors c'est bon, là maintenant le truc handicap, la mission handicap, j'arrête ». Donc ça aussi, c'est vraiment, pour le coup, je pense que ça arrive très souvent. Moi, je travaille avec des étudiants donc, à la fac lambda, hein, c'est sur des modules d'orientation, et je vois bien, moi je vois qu'ils ont des... Je dis « Ah oui, celui-là, peut-être », mais ils ne me le disent pas. Et quand des fois je vais les chercher, je leur dis ouais, j'ai une fille qui a des TND, donc bon, c'est bon, les fautes d'orthographe, ils ne viennent pas vers moi. Donc il y a quand même effectivement une inhibition très forte. Sur les problèmes de Parcoursup, je reviendrai vers vous individuellement pour essayer de vous aider. Je ne vais pas répondre sur un cas individuel, mais j'ai des petites, des trucs qui me sont venus. Et puis oui, je voulais quand même dire un truc peut-être sur Atypie Friendly, en fait, qu'est ce dispositif. Il faut quand même savoir aussi, là aussi, les choses bougent pas assez vite, etc. Mais maintenant, dans le post-bac, il y a quand même ce programme qui, au départ, a été conçu pour les étudiants avec autisme, donc d'accueil à l'université, parce que c'est vrai qu'on s'est dit, ah oui, les étudiants avec un autisme à un niveau intellectuel élevé, ben oui, ils arrivaient effectivement plus facilement avec des compétences de ce type-là, et qui aujourd'hui s'ouvre à l'ensemble des TND, c'est en cours, hein. Donc c'est aussi quand même des lueurs d'espoir, c'est pas toutes les universités, c'est 26 aujourd'hui, mais c'est un programme qui s'installe dans le temps et qui aussi peut laisser espérer qu'il n'y ait pas des ruptures justement après le bac, comme on le voit encore trop souvent. Alors les questions, allez-y. Moi j'aurais juste une chose à demander. Alors déjà très bien, hein, bravo, parce qu'apparemment l'Occitanie vous bougez, ce qui n'est pas le cas de toutes les académies.
Voilà, donc moi je suis DFD 94 Orange-Esquière. En même temps, parallèlement, j'accompagne beaucoup d'enfants. Il y a une question, tout à l'heure vous avez parlé de la Belgique. Moi je connais bien le Canada. Les enfants qui ont des troubles dyspraxiques ou dys au Canada, en Belgique, on les oblige pas à faire de l'EPS. On les oblige pas à avoir une deuxième langue. Donc vous avez parlé tout à l'heure de la confiance en soi, de l'estime de soi. Je ne comprends pas qu'en France, on continue à obliger un enfant dyslexique, dyspraxique à avoir une deuxième langue. Je ne comprends pas qu'on l'oblige à faire de l'EPS où tous ses copains se foutent de lui parce qu'il n'est pas capable de faire les choses. Et là, l'estime de soi, elle en prend un gros coup. Et quand on demande à ce qu'on leur retire l'espagnol ou l'allemand deuxième langue vivante, ou l'anglais, peu importe, on vous dit non, parce qu'il ne pourra pas valider son bac. Ce sont des 10, donc il y a un moment, voilà, il y a des choses, et ça je pense que ce serait aussi dans l'école inclusive quelque chose qu'il faudrait voir, aménager, et qui pourra aider aussi pour l'orientation, parce que c'est lié, oui. Quand l'estime de soi est complètement massacrée, après on n'ose plus aller se mettre en danger vers autre chose qu'on ne connaît pas. Alors, je sais Voilà. qu'il y a des dispenses pour les deuxièmes langues au bac. On peut Très peu, très peu. L'académie, Oui, pour oui. les cours, mais pas pour l'examen. Pour l'examen, moi j'ai des témoignages de gens qui ont été dispensés. C'est très Ah, rare. Oui, il y a des pour les cours, aménagements. l'académie de Créteil refuse Voilà, complètement. non mais il y a ça aussi. Et de Paris Mais- aussi. Non mais ce que vous dites, c'est qu'il y a aussi une inégalité selon les départements et les territoires qu'on a déjà dans les MDPH, mais qu'on a aussi au niveau des écoles et que tout est quand même lié à chaque fois à la personne Oui, qu'on mais aura. ils sont dispensés, mais par contre au bac ils ont l'épreuve quand même. Ben, Ça, moi j'ai 2 cas de personnes qui ont été dispensées. Oui, il y a vraiment, c'est enfin, très rare. il y a tous les cas de figure. Voilà, mais il y a tous les cas de figure. Très Alors rare. je vais encore parler de notre académie parce que enfin, voilà, Monsieur Lafitte vraiment depuis qu'il est Non, mais arrivé, faites-le, il s'est parce que c'est saisi de cette problématique et il a vraiment développé le groupe de travail justement pour la dispense d'enseignement. Pour qu'après, il y ait, pareil avec le guide, vous savez, aménagement pédagogique, aménagement des examens, qui est vraiment un suivi. Et effectivement, donc, je siège à la commission avec le médecin conseiller technique d'un département et une IAIPR d'espagnol et une inspectrice d'anglais pour que justement, en fait, on étudie et qu'on ait toutes les caractéristiques, autant médicales que pédagogiques, et on accède à des dispenses d'enseignement qui aboutissent après à effectivement des aménagements aux examens. C'est la rectrice, de toute façon, qui accorde ces dispenses d'enseignement et on essaie effectivement le plus possible d'être dans de la personnalisation de la réponse parce que comme vous l'avez dit, souvent la difficulté c'est qu'on va nous demander en fait une dispense d'enseignement de LVB et quand il y a cette dispense aux examens, en fait ça ferme la voie à certaines orientations et ce qu'on veut, et on est vraiment sur ce travail là de communication, de clarification avec les familles pour dire telle décision entraînera telle conséquence et il faut qu'elle soit prise en connaissance de cause. Mais on est vraiment dans l'académie de Montpellier, dans ce travail de coopération avec les familles pour plus de lisibilité, plus de clarté et permettre un agrandissement en fait des possibles dans le champ de l'orientation pour les élèves. Il y a une question. Oui, je me passe le micro à moi-même. Tu peux te présenter. Bon. Non, en fait, moi je voulais juste. Alors, je reviens peut-être Donc un peu Julien, pardon. Oui, tu peux- Julien, enchanté. Julien, bénévole à DFD. Non, en fait, je voulais revenir sur ce que disait Romain. J'étais totalement d'accord avec lui au début. Quand il disait il ne faut pas empêcher si on a des envies d'orientation, etc. J'étais totalement d'accord avec lui. Et oui, je voulais revenir un peu sur un autre sujet qui est à l'inverse, mais qui est un peu la même chose au final. C'est alors là pour le coup, je suis bien placé pour le. C'est en fait, des fois il y a des. Je vous promets, je vais faire bref. Je réfléchis en fait, mais j'ai l'idée. Du coup, moi j'ai été étudiant en ergothérapie et c'est très douloureux pour moi d'en reparler aujourd'hui. Effectivement, il fallait que j'essaye, mais il faut aussi du courage pour admettre qu'on ne peut pas arriver. Moi, je pense que j'avais pas, sur l'ensemble de l'ergo, ça aurait été très difficile au final pour moi d'y arriver. Et donc c'est le cas pour plein d'autres jeunes. Et à l'inverse, des jeunes qui sont dans des cursus comme ça, parce que j'ai mis énormément d'énergie, 5 ans, ça a été de la souffrance, de la rééducation. Bon, le diagnostic a été très tardif. Mais à côté de ça, il faut aussi faire un travail du deuil quand on ne peut pas. Parce que là, j'ai de l'émotion là quand j'en parle. Quand tu mets des années, que tu arrêtes en 3e année, et que tu as passé tes journées à te tordre de douleur, à essayer de faire du macramé et tout, c'est pas génial non plus. Donc il y a le côté ne pas
fermer les portes, ouvrir les portes, mais quand on voit que c'est trop dur, ne pas laisser la personne s'enfoncer dans... Je sais pas si c'est ce que je veux dire. Et donc oui, je pense qu'il y a un petit travail là-dessus. Voilà. C'est juste une idée, enfin... Mais ça, est-ce que tu regrettes d'avoir essayé quoi, c'est ça aussi. Non, mais ça, c'est justement, c'est la compensation raisonnable, c'est ce dont Alain parlait, c'est-à-dire que tu t'escrimes, et puis à un moment donné, tu es confronté à la difficulté majeure, et là, tu fais le deuil, et là, l'estime de soi... Et je me dis que ce serait intéressant pour les jeunes qui sont dans cette situation, d'avoir un accompagnement pour leur faire prendre conscience et pour que ce deuil soit pas trop brutal. Ou qui puisse être évité. C'est typiquement la slide, c'est en fait connaître concrètement la projection de ce que sera l'emploi. Il y a des outils à disposition et il y a des... Enfin voilà, je veux bien qu'on... Voilà. On va... Si je peux juste me permettre un petit mot, monsieur, pour rebondir sur ce que vous dites et sur l'idée de deuil. Effectivement, se connaître, amener à mieux se connaître, je l'entends souvent ça aussi dans les écoles, c'est-à-dire faire le deuil de l'enfant idéal. Enfin, c'est parfois ce mot, le mot deuil me semble... mais en fait, c'est qui vous êtes et au bout d'un moment, quelles sont aussi vos richesses et comment redéfinir votre projet. Je comprends après qu'il y a des impasses. En fait, alors je m'en suis remis, il y a eu plein d'autres choses, parce que le diagnostic était tardif. Dans mon cas, c'est un métier que j'aime maintenant, et le pire, c'est que l'ergothérapie a servi, en fait. Donc, mais je veux dire, quand ça a eu lieu, j'y étais très en colère, et j'ai pris conscience que je pouvais pas y arriver, mais c'est au quotidien, parce que, et puis il y a aussi le côté, tu peux faire un métier, mais tu as ta vie aussi. Donc si c'est pour faire un métier, arriver le soir, être complètement explosé et pas vivre à côté, ça vaut pas forcément le coup aussi. Il y a toute cette réflexion-là, en fait. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que ça renvoie également à la notion d'accompagnement. C'est ce que tu demandes, Julien. C'est-à-dire que, en fait, Marie posait la question, mais tu l'as pas entendu, c'est Julien, c'est est-ce que tu regrettes ? Bon. Voilà, donc en fait, moi dans les personnes que j'accompagne, il y a deux possibilités. Soit les personnes me disent, finalement j'en fais le deuil, mais je suis content d'avoir essayé, parce que je sais que je n'ai pas pu y arriver, mais au moins j'ai essayé, et voilà, ça n'a pas pu se faire. Et puis il y en a d'autres qui sont effectivement très abattus par rapport à ça, et qui ont du mal à s'en relever, effectivement. Donc il y a différentes possibilités, il y en a sûrement encore d'autres. Donc ça nécessite effectivement ça aussi un accompagnement. Voilà. Mais c'est le fameux mantra, là je ne sais plus exactement, mais soit je n'échoue pas, j'apprends en fait. C'est chaque expérience est aussi l'occasion de faire un chemin, ou quand Anne disait il y a un but pour moi, peut-être que je vais prendre des petits chemins un peu dérivés. Moi, ma fille c'est pareil, rien eu sur Parcoursup, bon, désolée, avec un petit dossier, mais bon, il y a un moment où on arrive à un but. C'est justement le point sur lequel on conclut le document, que je vous incite vraiment à lire sur Internet, c'est de dire qu'il n'y a pas d'erreur. En fait, on apprend, et des fois, on arrive face à une difficulté. Et l'important, c'est d'arriver, en étant accompagné, moi je prétends, à la dépasser et à en tirer les enseignements et à rebondir, ce terme qu'on utilise beaucoup, à rebondir vers autre chose. Voilà. Donc ça, c'est la phrase conclusive d'ailleurs du document en ligne. Pardon. Il y a cette idée pour aider à l'orientation, donc il faut anticiper, il y a le rôle fondamental des parents, si on peut on expérimente, et il y a des moments paliers, la troisième, le bac, donc il y a des ressources proposées par l'ONICEP pour aider à la fois à imaginer le métier, imaginer quelle manière d'exercer le métier et quelles compétences on peut avoir. Donc je passe un peu vite sur l'expérimentation. Les moments clés, on en a parlé de toute façon. L'orientation fin de troisième, donc effectivement, est-ce qu'on va en lycée professionnel ou est-ce qu'on va en alternance ? Ça peut être une orientation. Il y a les principaux, les principaux itinéraires de formation après la troisième. Donc l'ONICEP a mis à disposition tout ce qui pouvait exister sur la voie professionnelle, la voie générale et la voie technologique. Est-ce que tu veux en dire un mot et parler du dispositif à venir ? Le programme à venir de l'ONICEP est un programme qui va se mettre en place à compter de novembre. 2024. Là, l'élève aura un portfolio tout au long de sa scolarité, du début collège
au supérieur et ensuite l'entrée en voie professionnelle, puisque son portfolio sera aussi compatible avec celui du ministère du Travail. Ah oui. Et l'élève va travailler ses compétences à s'orienter tout au long de sa scolarité et pourra les garder dans un petit espace qui sera bien à lui et ainsi s'apercevoir de ses progressions tout au long de sa scolarité. D'accord. Ok, merci. Tu veux dire ? Oui, on a passé très rapidement sur la question d'expérimentation. C'est un des points. On en a parlé quand même pas mal de l'expérimentation, il me semble. Je voulais revenir sur un point qui est décliné également dans le document. C'est la question de la temporalité, du fait de se donner le temps et les moyens de faire des expérimentations. Sur l'exemple que vous verrez sur le site web, le jeune et sa maman, Nathalie, il a commencé dès la 4e. C'est un témoignage dont tu parles. C'est le témoignage. Il a commencé dès la 4e. Il a fait 5 stages entre la 4e et la 3e pour le même type d'emploi dans des configurations différentes. Et ça, nous, c'est vraiment un point sur lequel on insiste beaucoup dans ce document et qui n'est pas toujours suffisamment mis en évidence. C'est la notion de laisser le temps et de donner la possibilité au travers de ces 5 expériences et au travers des contextes, par exemple, d'emploi qui sont différents. Je vous en donne un exemple, je l'ai dit tout à l'heure, je l'annonçais, mais je le dis, les infirmiers. Il y a un annuaire des emplois exercés dans la fonction publique qui fait 3000 pages. Il y a plusieurs milliers d'emplois qui sont dedans. Je me suis amusé à faire une recherche par mot-clé infirmier. Eh bien, il y a une énorme variabilité de la manière d'exercer l'emploi d'infirmier, en l'occurrence dans la fonction publique. Ça peut être en urgentiste. C'est la variable de l'école avec tous les stages pendant 3 ans, et c'est pas totalement vrai. Les écoles d'infirmiers refusent de faire passer un diplôme à quelqu'un qui ne valide pas tous ses stages. Oui, pour que les stages soient validés. Non, mais c'est pas ça le sujet dont je parle, madame. C'est pas le sujet, non. C'est pas totalement dans la réalité. Le guide que vous présentez, je pense qu'il n'est pas totalement dans la réalité. Non, je me suis pas mal exprimé. C'est la description des milliers d'emplois qui existent dans la fonction publique. Et il y a notamment le métier d'infirmier qui peut s'exercer dans des contextes complètement différents. Vous pouvez l'exercer, c'est juste factuel, vous pouvez l'exercer dans un service d'urgence, vous pouvez l'exercer en EHPAD, vous pouvez être infirmier en entreprise, enfin il y a plein de possibilités. Et donc, oui, mais il n'empêche pas. On peut expérimenter dans différents contextes pour voir celui qui est le plus en adéquation avec ses capacités. C'est ça que je veux dire par rapport à l'expérimentation lors de l'orientation. Ouais, c'est peut-être pas le meilleur exemple, je me permets, parce que je connais très bien les études d'infirmière et pour le coup, on va faire des stages dans plein d'endroits complètement différents et il faut valider. Il va y avoir des stages en EHPAD, des stages à l'hôpital, donc ça permet d'avoir la diversité du métier dès les études et pour avoir le diplôme et pour après choisir. Mais en tout cas, pour retenir, parce qu'il reste 15 minutes, effectivement, il y a la question de l'expérimentation qui est importante et qui permet la projection dans l'emploi. Donc on l'a vu, il y a l'accompagnement qui est fondamental, à la fois des professionnels de santé, à la fois de l'école quand elle est bien soutenante, des parents. Enfin, la pièce maîtresse dans tous les parcours, c'est quand même la famille et les parents. Donc, et il faut quand même rappeler que c'est des parcours de soins extrêmement codés, qu'il faut quand même savoir où trouver l'information et il faut quand même, on a eu beaucoup de témoignages dans la salle, aller au front vis-à-vis de l'éducation nationale. Je suis navrée, vous êtes un exemple en la matière et tout le monde devrait prendre... Tous vos collègues devraient prendre exemple sur vous, mais c'est quand même très douloureux pour les familles de devoir se battre en permanence alors que les aménagements sont de droit et que tout est de droit. Donc ça, c'est quand même compliqué. Et donc la question de l'orientation qu'on se pose finalement peut-être quand on est parent d'un enfant avec une dyspraxie, même plus tôt, mais même avant la 3e ou avant la terminale, elle est importante. Donc il y a plusieurs dispositifs qui existent. L'ONICEP est une ressource. Les centres d'orientation et d'information, j'entends... a été dit. Et il y a aussi les associations qui sont quand même là, DFD en est la preuve, pour aider à l'orientation. Et les régions. Et les régions, j'allais le dire, voilà, merci, je ne sais pas qui a dit, mais c'est toi, voilà, merci. Voilà. Puisqu'elle a cette compétence-là, d'autant plus. Donc, pour terminer, avancer, donc on a vu la clé, donc c'est l'expérimentation, l'anticipation, récupérer le plus d'informations, l'appui, l'importance. On ne peut pas parler d'orientation sans parler de formation néanmoins, puisque c'est quand même lié. On se rend compte que quand on n'a pas des adaptations, eh ben, ça grille des parcours et que dans ces cas-là, qui emporte la responsabilité ? Est-ce que c'est tout le monde ? Est-ce que c'est les parents qui ne sont pas allés assez fort ? Enfin bon, ça c'est un autre sujet, pardon. En tout cas, sur la formation, on a vu après
la troisième, il y a Parcoursup qui est quand même un nœud qui remonte, qu'on soit déjà parent d'un enfant différent ou non. Je veux bien qu'on en parle 2 minutes. Qu'est-ce que l'ONICEP a mis à disposition sur Parcoursup sur les élèves notamment en situation de handicap ou à besoins spécifiques, sachant quand même que est-ce qu'ils peuvent être en autonomie ou est-ce que souvent ils sont quand même accompagnés des parents? Ça, tu ne le sais pas? Tu veux dire Ils sont toujours accompagnés des parents, j'imagine. Enfin, tu vois, l'accès aux ressources de l'ONICEP, ils peuvent y aller tout seuls, mais oui, ça peut être complètement fait en autonomie. Après, s'il a besoin, si l'élève a besoin d'aide, effectivement, il peut être accompagné d'un père ou d'un psychologue d'éducation nationale ou d'un enseignant, bien sûr. Dévoué. Dévoué. Donc on a créé tout un corpus de ressources Parcoursup à l'ONICEP pour les élèves à besoins spécifiques, mais aussi pour les élèves au parcours scolaire, on va dire, classique. L'élève qui bénéficie d'un accompagnement, on lui dit ton accompagnement du lycée, il peut être continué à l'université, par exemple. Romain en parlait, des référents handicap dans chaque établissement. On conseille l'élève de faire valoir sa condition particulière. On lui conseille évidemment de remplir sa fiche de liaison pour les jeunes en situation de handicap et le numéro vert de toute façon qui est sur Parcoursup, auquel ce sont mes collègues qui répondent et non pas des robots. Et le besoin alors ça c'est vraiment parce que quelqu'un va peut-être pouvoir me répondre. Quand on a un besoin d'accompagnement, si on n'a qu'un PAP, parce que et qu'après on passe à l'université ou qu'on passe en apprentissage, parfois il est demandé des RQTH. Et parfois il y a des renouvellements qui ne se font pas automatiquement. Alors est-ce que quelqu'un a la réponse autour de cette table? Mais je sais qu'il y a des difficultés par moment où on a une reconnaissance. Alors soit on a eu un PAP et on va aller voir la mission handicap qui va aménager, soit on a parfois une reconnaissance de handicap, MDPH, et parfois il est demandé, notamment pour l'alternance, qu'il y ait une RQTH. Et parfois il y a rien. Donc parfois il faut tout refaire tous les bilans parce qu'on n'aura pas la reconduction. Il y a des petits couacs comme ça. Il n'y a pas de... Alors la continuité, moi je parle sous votre contrôle, parce que là pour le coup, la continuité du PPS, elle n'existe par exemple que dans l'environnement lycée. C'est-à-dire si le jeune il passe en BTS, il y a une continuité du PPS par exemple. Donc là on ne va pas lui demander de refaire les bilans parce que ça a un coût en plus. Pour l'université, pour l'université, en fait, il faut recommencer le processus. Et un élève, il peut se présenter, d'après ce que j'ai vu, j'ai bien un peu tassé les documents avant de venir et de mon expérience. Effectivement, c'est décorrélé, on va dire, d'un MDPH, c'est-à-dire que tout élève en situation de handicap, qu'il soit reconnu ou pas, avec un PAP, mais il n'y a pas de portabilité du PAP. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il reconsulte effectivement le médecin désigné par la commission, tu vois. Mais là, c'est pour le PAP, mais pour le PPS, quand tu as une notification MDPH, est-ce qu'elle se transmet ou est-ce qu'il faut refaire? Alors pour l'université, il faut refaire le processus en fait, mais donc pas refaire. Si tu veux, si tu as une notification, elle reste valable, ta notification. Oui, donc ça poursuit. Ce qui va changer, c'est pour le PAP. Oui, et puis pour l'apprentissage. Oui, il faut une RQTH là. En fait, Attends, allez-y, on va laisser l'éducation nationale après. Les plans d'accompagnement sont liés aux circonstances et au contexte dans lesquels s'appliquent les compensations et au projet. Oui, c'est tous les ans. Donc, c'est revu. Voilà. Et à l'évolution des besoins aussi, parfois. Ça se prolonge pas. Oui. Oui, alors je vais tenter de répondre d'une manière détournée. Oui, j'ai vu Julien. Donc, si vous voulez, tu posais tout à l'heure la question de l'alternance. Effectivement, déjà, si on part en alternance, en apprentissage ou en professionnalisation, puisque les deux possibilités existent, dans le cas, si on a une RQTH, justement, on peut bénéficier de tout les dispositifs d'accompagnement financés par la GFIP, LEFI et PHFP que j'ai cités tout à l'heure. Et cela dès 15 ans. C'est même pas 16 ans, ça peut être dès 15 ans. Donc ça, moi c'est ce que je dis aux personnes, après elles font leur choix. Moi, c'est pas moi qui trouve les solutions pour elles. Si elles veulent aller en lycée pro, elles vont en lycée pro. Si elles veulent aller en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, elles font leur choix. Mais je dis simplement que ça existe. Et ça nécessite d'avoir la RQTH. Et justement, les pouvoirs publics, pour faciliter cette possibilité,
on a introduit la loi 3DS en février 2022 qui instaure l'automaticité de l'obtention de la RQTH pour les jeunes qui avaient par exemple un PPS ou une AEEH. Voilà. Et donc, l'AGFIP, ça le prend totalement en compte, je peux vous dire. Il n'y a pas de difficulté, cette automaticité pour les jeunes, pour faciliter justement et fluidifier les parcours des jeunes, par exemple vers l'apprentissage ou la professionnalisation. Mais il y avait des trous avant. Donc. Il y a une question, il y a deux questions, allez-y. Bonjour. Ouais. Je voulais revenir sur deux choses. Florence, tu peux te présenter s'il te plaît. Alors, Florence Allaire, je suis neuropsychologue. J'aurais voulu revenir sur deux choses. La première, c'est qu'on a parlé des CIO, mais il y a aussi les RHO qui ont un rôle important à jouer. Les réseaux handicap orientation. Ouais. Alors, est-ce que c'est national ou pas? Parce que j'ai l'impression... Non, il n'y en a pas partout. Il n'y en a pas partout, d'accord, ok. Je suis bien servie, je suis en région parisienne. En fait, c'est un CIO spécialisé. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Si vous avez ce dispositif dans vos régions, il faut vraiment les mobiliser, ces gens-là. Et la deuxième, c'est par rapport à la dispense de la seconde langue. Alors, en effet, il ne vaut mieux pas le faire puisque ça ferme des portes. Mais en attendant de révolutionner les programmes de l'éducation nationale, il y a peut-être quelque chose sur lequel on peut déjà jouer. C'est qu'à l'heure actuelle, pour le bac, on peut demander une dispense soit à l'oral, soit à l'écrit. Et ce qui serait bien, à mon sens, ça c'est l'enfant s'inscrit dans sa deuxième langue, on voit comment ça se passe, et au bout d'un moment, on se dit qu'est-ce qu'on choisit, l'oral ou l'écrit, et on commence ça le plus tôt possible, et c'est marqué d'entrée, donc collège, lycée, et du coup il est bien préparé soit à l'oral, soit à l'écrit, parce que ses compétences sont là, et du coup il peut valider une seconde langue, et ça ne ferme pas des portes. Oui, merci pour ces compléments. Il y a d'autres questions, je crois. Il y a Luce. Pardon, excusez-moi. Oui, en plus, je vais un petit peu faire large spectre parce que depuis, j'ai plein de questions qui s'amoncellent. Alors, ça va peut-être être dans le désordre, je suis désolée. Sur la question des... Enfin, je pense que tout le monde a compris ici, puisqu'on est un petit peu issus de différents départements, qu'on était face à un problème majeur, c'était la disparité des réponses territoriales, que ce soit au niveau des MDPH, que ce soit au niveau de l'éducation nationale, enfin des académies, et que ce soit aussi au niveau des parcours supérieurs à l'université, puisque moi je viens d'une académie d'Aix-Marseille, où effectivement le PAP, il y a une possible poursuite, même avec un PAP, des aménagements qui sont mis en œuvre à l'université dans notre académie. C'est-à-dire qu'on entend le besoin et les étudiants passent devant la médecine préventive universitaire, vont avoir les aménagements mis en œuvre par la cellule handicap universitaire, même s'ils ils ont bénéficié d'un PAP et pas d'un PPS. Ensuite, il y a quand même eu un texte qui est sorti, un décret dont j'ai oublié le numéro, etc., qui engage sur une harmonisation, une fluidité des parcours avec les aménagements qui sont reconduits à l'université, les aménagements dont bénéficiait l'élève à l'école. C'est ce que disait Alain. C'est ce que disait Alain. Voilà. C'est peut-être que je suis un peu dans le... Pas tout à fait... voilà. Après, on a parlé effectivement des orientations. Et sur les orientations, j'ai envie de dire qu'effectivement, tant qu'on ne peut pas être assuré sur le territoire national d'avoir une bonne application des aménagements, qu'il relève d'un PAP ou d'un PPS, l'élève va être évalué aussi sur son handicap si ce n'est pas bien fait. Et donc, il va subir parfois des orientations par défaut. Et ça, j'espère que ces outils, ces ressources qui sont mises à disposition, justement, seront vraiment partagées par l'éducation nationale, sur le terrain national, de façon à orienter aussi les professionnels de l'éducation nationale pour accompagner les élèves au mieux, et qu'on ait, nous, puisque moi je suis représentante associative, de moins en moins de jeunes adultes qui arrivent ou d'adultes confirmés après des parcours professionnels ou d'études chaotiques parce qu'ils ont encore subi des orientations par défaut. Ça, c'est encore un vrai problème qu'on vit au quotidien, et donc on est très content que des ressources soient construites, qu'elles soient, et on espère surtout qu'elles seront utilisées et comprises, largement. Merci. Okay, merci. Il reste 5 minutes. J'aimerais juste... j'aimerais juste parler des passerelles. C'est important et finir là-dessus et après prendre les questions de la salle parce qu'on est vraiment... on n'a pas du tout pu évoquer tout. Alors, sur les passerelles, donc justement dans les choix d'orientation...
Alain le dira beaucoup mieux que moi, mais il ne faut pas hésiter à penser aux passerelles, donc le DAEU et la formation professionnelle continue, c'est-à-dire que parfois on peut ne pas avoir utilisé la voie classique et puis finalement bifurquer en cours de route et arriver au métier ou à la sphère, l'environnement qui nous correspond. Est-ce que tu veux dire un mot là-dessus ? Et après, on prend les questions. Je veux bien dire un mot sur ce qui est écrit là. Bon, le DAEU, le diplôme d'accès aux études universitaires, c'est une information factuelle. Il existe une possibilité d'accéder aux études universitaires lorsqu'on n'a pas eu le baccalauréat, et il y a des dispositions spécifiques pour les personnes en situation de handicap. Vous allez sur le fameux document sur le site web, vous cliquez DAUE et vous trouvez les conditions pour les personnes en situation de handicap pour accéder au diplôme d'accès à l'étude universitaire qui permettent donc de poursuivre des études universitaires. Ça, c'est ceux qui veulent continuer sur des études universitaires. Ce qu'il faut savoir aussi, et c'est beaucoup de personnes les parents souvent qui me contactent, comme je l'ai dit, c'est des personnes qui disent moi je veux pas continuer, je veux pas faire des études universitaires, je veux sortir de ce système. Et je sais pas quoi faire. Et si vous voulez, il existe, je vous l'ai dit tout à l'heure, des dispositifs qui permettent de construire un projet professionnel, donc ce qu'on appelle de l'orientation aussi, et qui après permettent d'aller vers des reconnaissances, des titres, on appelle ça des titres ou des diplômes comme vous voulez, des certifications qui sont inscrites dans un répertoire qui s'appelle le RNCP, le répertoire national de certification professionnelle, et il y a des centaines et des centaines d'emplois vers lequel on peut aller par la formation professionnelle des adultes. Donc on peut construire un projet professionnel quand on est adulte et ensuite continuer, se former. On peut devenir maçon, commercial. Il y a un certain nombre d'emplois qui ne sont pas accessibles par la formation professionnelle, mais il y a quand même des centaines et des centaines d'emplois qui sont accessibles par la formation professionnelle. Et c'est ce que je voulais, et moi, je termine là-dessus, je voulais juste te dire, c'est que premièrement, il y a une vie en dehors du baccalauréat. Si on n'a pas le baccalauréat classique, d'abord on peut passer par le DAEU et où on peut aller vers la formation professionnelle des adultes, voilà. Et que cette possibilité d'aller à la formation professionnelle des adultes et ce répertoire national de certification professionnelle qui répertit toutes les certifications qui existent, celles de l'éducation nationale, mais celles du ministère du Travail, celles du ministère de l'Agriculture, des Armées, de la culture, ça existe et qu'on peut aller aussi et construire un projet professionnel et trouver un emploi et obtenir une certification et trouver un emploi en passant par cette voie. C'est encore insuffisamment connu de mon point de vue. Voilà. Ouais, Marie. Il y a aussi un dispositif qui n'est pas du tout connu qui s'appelle le PAREO, Parcours pour réussir son orientation, en fait, qui permet aux bacheliers, pour le coup, soit qui ont un parcours un peu léger, de consolider leurs connaissances, et en même temps d'être accompagnés justement avec des modules d'orientation. Ça existe dans 26 universités, je crois. Il n'y en a pas beaucoup, du coup, c'est pas très bien couvert, mais c'est quand même assez top parce que c'est une espèce d'année de transition. Voilà, qui leur permet après de reconstruire et de repostuler. Et de se donner du temps, justement, c'est important à un certain moment. Voilà, de se donner du temps, de consolider peut-être des endroits où ils sont un petit peu fragiles, et puis aussi de réfléchir pour le coup à leur projet, ce qu'on ne fait jamais au lycée, on est d'accord. Il y a des questions, je crois, beaucoup. Je vais faire vite. Allez-y, ouais. Donc, je représente DFD du 04. Ah, bienvenue. Donc voilà, je suis toute nouvelle dans l'aventure. La question étant, c'est que effectivement au niveau des préorientations, en l'occurrence, j'ai un fils qui est en 4e et il y a une non-communication entre le collège et les parents en fait. Il y a un vide. Et si effectivement, je me suis aperçue que si le parent ne se manifeste pas, on n'a absolument pas les informations pour justement anticiper l'orientation, en tout cas pour la 3e. J'ai appris récemment, et heureusement que je me suis renseignée, c'est moi qui suis allée vers ce collège pour l'aménagement pour la MEX. Voilà. Et si j'avais pas anticipé ça, je n'aurais pas eu l'information. Donc il y a un vide quand même, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la cohérence entre les différents acteurs. Et ça me tient à cœur parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les parents sont absolument laissés à l'abandon, en fait. Parce que
ok, les parents doivent être impliqués et c'est un parcours du combattant, je le confirme, soit. Sauf que je pense qu'il y a matière encore, alors il y a l'inspection, voilà, vous êtes présents, mais et même au niveau de l'inclusion, au regard justement de ces enfants qui finalement ont du mal à accepter son handicap, en tout cas, ne serait-ce pas le rôle justement des enseignants à faire cette intégration pour justement éviter que eux-mêmes se retrouvent à dire non, je veux pas avoir ça et je me mets en échec en fait, parce que l'enfant finalement il s'auto-sabote entre guillemets par rapport à tout ça. Voilà. Merci. Il reste plus de minutes. Pardon, juste, je ne veux pas poser une question parce que je sais qu'on est très juste, mais je voudrais juste repérer la personne qui a parlé des langues tout à l'heure, parce que comme il y a vraiment des difficultés, voilà, d'accord, ok. Et madame, voilà, j'en parlerai avec elle. Caroline Bizet, vous vouliez dire un mot? Carole, pardon. Toujours un problème de prénom. Rapidement, ouais. Et après on conclut. Merci. Carole Bizet, responsable de la Maison de l'Orientation de Montpellier. Donc c'est un service régional. Et en tout cas pour ceux qui sont de l'Occitanie, alors désolé pour les autres, mais il y a des choses qui se font ailleurs aussi. Rassurez-vous, les régions ont une compétence qui est l'information à l'orientation, aux formations, aux métiers, etc. en complément avec l'ONICEP et les services de l'éducation nationale qui sont plus effectivement sur le projet des jeunes. Mais en tout cas, on produit beaucoup de ressources et on a des lieux ressources, donc sur Montpellier et Toulouse, et on fait des permanences dans tous les départements et on a des dispositifs mobiles qui vont dans les établissements scolaires et aussi pour le grand public parce qu'on couvre aussi les demandeurs d'emploi et les salariés. Et il y a énormément de ressources et moi je rejoins tout ce qui s'est dit et ça me conforte un peu dans la philosophie qu'on essaie d'avoir, c'est que il faut déjà dans un premier temps ouvrir le champ des possibles et donner à rêver. Et il me semble que nous, en tout cas, Maison d'orientation, on n'est pas là pour dire tel métier tu pourras pas le faire ou voilà, tu as tel handicap, à condition même qu'on soit au courant du handicap, voilà le métier qu'il faut que tu fasses. C'est vraiment explorer, aller faire des stages, rencontrer des professionnels, regarder des vidéos en ligne, trouver quand on peut les référentiels compétences des métiers et trouver les enseignements qui se font dans les formations qui se trouvent tous sur Parcoursup. Parce qu'en explorant ça, on ouvre le champ des possibles. Effectivement, il ne faut peut-être pas s'acharner à vouloir faire ouvrir des portes qui ne s'ouvriront pas. Et j'entends le témoignage du jeune homme tout à l'heure, 3 ans à forcer pour quelque chose qui s'arrête, c'est douloureux. Donc il y a effectivement un accompagnement pour, s'il y a un deuil à faire, le commencer assez tôt. Mais pour autant, il y a plein de stratégies que les jeunes arrivent à mettre en place, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, quand on a vraiment envie. On trouve des solutions, il y a des référents handicap dans tous les organismes de formation professionnelle, il y a des services dans les universités, il y a un CFA spécialisé hors les murs. Donc je crois qu'il faut effectivement s'armer de courage et de patience pour trouver les bonnes entrées, mais il y a des choses qui se font et en tout cas c'est pas dans les premiers temps de l'orientation qu'il faut fermer les portes. Je pense qu'elles se fermeront bien assez vite. Il y a aussi le CRIP qui fait des positionnements et de l'orientation pour les personnes pour les jeunes en situation de handicap. Il y a une association sur l'Est qui s'appelle Arpège qui prend vraiment du poids, qui travaille avec l'éducation nationale et avec qui on travaille sur l'orientation scolaire pour les jeunes en situation de handicap. Donc il y a des ressources, il faut explorer, il faut dire aux jeunes d'aller se renseigner parce que c'est de ça qu'on construit le parcours. Et je rejoins aussi l'idée qu'il n'y a pas d'erreur. Et ça, c'est pas que pour les personnes en situation de handicap, et notamment pour j'ai peur de faire le mauvais choix sur Parcoursup. Il n'y a pas de mauvais choix. Il y a un choix à un instant T, avec ce qu'on est, ce qu'on sait, ce qu'on a imaginé du futur. Et puis, si ça ne doit pas être ça, on bifurquera, mais il n'y a pas de mauvais choix. On aura appris des choses entre-temps, sur soi et sur ce qu'on peut faire plus tard. Voilà. Okay. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Et puis pour les ressources, il y a le site Dyspraxie, onglet scolarité puis orientation. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette table ronde. Bon appétit. Merci.